Fred Savard avec vous pour le 13e épisode de la saison 7 de la balado. Gros épisode cette semaine qui va durer pas loin de 2 heures. D'abord une conversation vraiment passionnante avec Éric Bédard qui est venu nous présenter le 2e tome des grandes figures, des figures marquantes de notre histoire. Donc, c'est les conférences qu'il donnait à la Grande Bibliothèque. C'est le 2e tome. Mais Éric m'avait écrit, oui, il voulait venir parler du livre, et il voulait aussi venir jaser d'histoire avec Maxime Laprise. C'était jamais arrivé, puis on sait que les deux ont des conceptions relativement différentes. On va parler évidemment du musée d'histoire de la nation québécoise. On va parler aussi, en tout cas, vous allez voir, là, en fait, on va parler d'épistémologie en histoire, et on va parler de certaines figures historiques du Québec. C'était vraiment une belle conversation de près d'1 heure avec Éric et avec Maxime. On va aussi recevoir Gabriel Brassard-Lecourt parce qu'on a ce partenariat cette année avec Pivot. Là, je donne la possibilité à Pivot de venir nous parler de ce qu'ils font parce que c'est un travail vraiment important de journalisme indépendant, de journalisme progressiste. Et Pivot, en échange, parle de la balado, échange de bons procédés. La gauche, il faut s'unir. Alors, Gabriel, on va nous parler de ce qui mijote chez Pivot. Et on va finir avec un segment qui a été vraiment pensé à la dernière minute. C'est le conflit à Poste Canada. J'ai pensé inviter un facteur et une factrice qui vont venir nous parler. Et vraiment, c'est une parole citoyenne. Là. Ils ne viennent pas relayer nécessairement les positions du syndicat. D'ailleurs, le syndicat laisse parler ses membres. Ça, je trouve ça intéressant. C'est pas toujours le cas dans les conflits qu'on puisse parler aux membres sans parler à des gens responsables des communications. Alors, voilà, c'est un épisode très costaud. Et je termine avant de vous laisser avec cet épisode. Allez voir le fredsavard.com. Il est en ligne depuis plus d'1 semaine. Là. On l'a rodé. Il est vraiment très, très beau. Là, il y a 2 saisons disponible, c'est-à-dire la saison actuelle et les épisodes de la saison 6. Il y a un lien pour aller écouter les saisons de 1 à 5, mais on va toutes les rapatrier parce qu'il y a de l'entrée de données à faire et il faut aussi mettre des mots-clés pour être capable de faire une recherche parce qu'éventuellement, on peut déjà le faire pour les 2 premières saisons. On va pouvoir enfin faire de la recherche. Quand vous avez une discussion sur, je ne sais pas moi, la crise du logement et vous voulez partager un lien de la discussion que j'avais eue avec Louis Gaudreau sur son livre sur la crise du logement, sur l'origine et l'histoire du logement, vous allez pouvoir le faire éventuellement sur le site. On peut même pas faire ça sur Apple Podcasts ou Spotify. Et là, on va pouvoir le faire sur le fredsavard.com. Évidemment, là, c'est le temps vraiment de soutenir la balado financièrement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, c'est le temps des fêtes. Offrez-vous ce cadeau. Offrez-le à la balado, mais offrez-vous-le à vous. Parce qu'on a pris du retard un peu sur la campagne de financement. En même temps, c'est la 7e saison. Je le sais que les gens se garochent pas à l'automne pour offrir leur participation financière. Là, normalement, j'aurais eu des petits cadeaux à offrir. Là, j'ai pensé à ça à la dernière minute, mais la grève des postes fait en sorte que je ne peux pas vous offrir un petit cadeau qui est vraiment un petit cadeau. Là, ne vous enflammez pas. Mais mec, le conflit soit réglé, je vais pouvoir offrir 24 exemplaires d'une pièce unique du journalisme anarchiste québécois. Alors, tout ça pour dire que vous donnez pour supporter la balado avant tout, là, pas pour des goodies, mais il va en avoir un petit peu cette saison. Donc, vous irez sur le fredsavard.com, vous irez cliquer en haut sur soutenir la balado, il y aura les détails, mais vous les connaissez, c'est vraiment la communauté des donateurs et des donatrices et des auditeurs et des auditrices qui est à peu près toujours la même depuis tant de saisons et c'est toujours, ça me fait toujours très très chaud au cœur de vous savoir là à supporter et soutenir ce projet. Donc, le fredsavard.com nouveau est là. Et vous allez voir, c'est un maudit beau site. Je veux remercier les gens de Polygon là, qui travaillent très, très fort. J'ai à peu près rien fait là-dedans. Moi, j'ai juste dit, ouais, ça, c'est cute, ça, c'est pas beau, ça, j'aime ça moins ça. Et c'est eux qui ont fait tout ça. Et Simon-Pierre aussi, qui se reconnaîtra. Donc, voilà. Je vais vous en reparler de toute façon. Je vais vous talonner parce que c'est une saison importante sur le plan financier et j'espère encore pouvoir compter sur ceux qui seront capables de le faire parce qu'évidemment, la situation financière n'est pas la même pour tout le monde, mais je vous tends cette perche. Et moi, contrairement à bien des organisations de bienfaisance, j'en suis pas une, mais je sollicite les dons de la communauté. Je ne le fais pas par la poste, alors je ne suis pas menacé par ce conflit. Vous allez voir, on va en parler un peu tantôt. Là. Donc, vous pouvez tout faire ça en ligne sur le fredsavard.com. Sur ce, je vous laisse parce que c'est vraiment un épisode costaud. On se retrouve à la toute fin.
oublie pas qu'est-ce qui se colle là en ce moment, mon petit gars. Tu pèses pas pesant sur la balance. Et celui qui pèse pesant sur la balance, c'est celui qui sont propriétaires des moulins ici. Que toi, t'es taxé par tes impôts, tabarnak. Puis on donne ça à coût de 100 000 piastres. Les subventions, c'est un crème. Aux propriétaires de moulins ici. Combien qu'il y en a dans la région? Les propriétaires de moulins ici. Dans 200 000 à la ronde, calice. Tu peux y compter s'il dit toi de ta main, sacrément. Puis ces gars-là sont assez influents, Chris, qui font périr des centaines et des centaines de cultivateurs qui voudraient faire de quoi, calvaire. C'est ça c'est pour ça que les gars se battent, c'est un crème. Pour les celui qui se battent. Ils se battent pas tous, je suis d'accord avec toi. Parce que cet après-midi, calice, c'est pas 3 gars, puis 10 gars, puis 15 gars. On devrait être au moins les 80 qui cultivent la terre, puis disent sacrément, Chris, ça va arrêter cette affaire-là. Alors, on va parler d'histoire aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait au... En fait, Maxime Laprise, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Eh bien oui, je pense que c'est la première fois. Première fois de la saison. Saison 7. Éric Bédard aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. Content que vous soyez là. Ben, merci de m'avoir invité. Ouais, vous êtes là. Éric Bédard, vous êtes là parce que a été publié il n'y a pas très longtemps chez VLB Auditeur un recueil de textes sur les figures marquantes de notre histoire sous votre direction. Exactement. Ben, c'est les entretiens que j'ai faits à Grande Bibliothèque depuis c'est 2015. Ça. Oui. Et donc, on a regroupé, j'ai envie de dire, les textes les plus investis, ceux qui défendent un point de vue. On va dire les meilleurs. On va dire les meilleurs. Mais dans le sens suivant, c'est-à-dire, on voulait pas juste du Wikipédia. C'est-à-dire, on voulait un texte investi, un texte qui défend un point de vue. Voilà. Et là, Maxime Laprise, vous êtes là aussi parce que vous défendez une conception de l'histoire qui, parfois, se fracasse à celle d'Éric Bédard. Et Maxime, vous avez publié un texte aussi sur Pivot. Puis tantôt, on va voir Gabriel Brassard-Lecourt qui va venir parler des grands dossiers de Pivot. Mais je veux qu'on revienne sur votre texte aussi parce qu'il m'a happé. Oh! Ce texte anti-hegelien, ça m'a rappelé les quelques cours que j'ai eus en histoire à l'université avant de terminer mon bac au Café Campus. Alors, Éric Bédard, dans l'intro, vous dites que vous voulez présenter une histoire incarnée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que justement, et peut-être que ce sera là un premier désaccord avec notre chroniqueur d'aujourd'hui, c'est que moi, quand je suis arrivé en histoire au tournant des années 90, il n'y en avait que pour l'histoire sociale. C'était le genre dominant, hégémonique. D'ailleurs, le manuel de référence en histoire du Québec, qui est un manuel important que je consulte, qui est tout fait, tellement que je l'ai consulté, là. C'était l'histoire du Québec contemporain, voilà, un ouvrage collectif de la génération précédente. C'est-tu avec M. Linteau? M. Linteau, exactement. Oui. Paul-André Linteau, Jean-Claude Robert. Il est quelque part derrière. Là. Oui, j'imagine. C'est un incontournable. Et moi, quand vous dites l'histoire sociale, Éric Bédard, c'est l'histoire de la société. Des grands mouvements. C'est ça. Ouais. Et l'histoire sociale, c'est beaucoup défini contre l'histoire politique et nationale du 19e siècle. Ouais. On pourra en reparler, mais et avec des bons arguments. C'est-à-dire, on disait, c'est bien beau tel chef ou tel président ou tel roi, mais le peuple, qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Les anonymes, est-ce qu'on peut en parler? Et il y avait aussi un refus de la contingence. En fait, il y avait une critique de la contingence, c'est-à-dire, on va arrêter de s'intéresser En fait, il y avait François Simian, un historien, un économiste du début du 20e siècle, en 1903, il avait dit les sciences sociales vont transformer notre façon de faire d'histoire et on va s'attaquer à 3 idoles, l'événement, la chronologie et le biographique. Vous voyez, ça, c'était au cœur de l'histoire sociale en 1903. Ça vous interpelle? Donc, vous voyez, c'est pas du tout nouveau, là. Ça fait 120 ans qu'on entend ce genre de discours d'histoire. Bon. Et moi, évidemment, qui était venu à l'histoire par la question nationale dans les années 80, à l'époque, c'était l'échec de l'accord du lac Meech. J'avais lu les grandes biographies de Pierre Godin. Je m'intéressais à ça. C'est le chemin, moi, qui m'avait amené à l'histoire. Et évidemment, je voyais pas ça. Hein? Je me souviens même d'un professeur. Vous voyez pas ce qui vous passionnait. Ben voilà, dans votre formation. Je notais que, alors qu'on vivait l'échec de l'accord du lac Meech, on était au cœur d'une tempête politique. D'une contingence, et personne n'en parlait. Mais c'était ça n'existait pas. Et je me souviens... Ça n'avait pas basculé. C'était peut-être... Ça n'avait pas encore basculé dans l'histoire, peut-être. J'imagine qu'il y a quand même un petit buffer entre... D'ailleurs, ça a été un reproche qu'on a fait, par exemple, à Brodel et à toute cette école des annales. Il se produisait la Deuxième Guerre mondiale, il se produisait des événements incroyables, puis les autres, ils ne parlaient pas de ça. C'était pas important. Bon. Maxime, vous pouvez intervenir quand vous voulez, là.
Oui, mais j'écoute pour l'instant. Oui, alors donc, vous voyez, alors je me souviens d'un professeur qui disait, Pierre Goubert, c'était un très grand historien social de sa génération, qui avait fait Louis XIV et 20 millions de Français. Et là, il nous avait dit, c'est terrible, Pierre Goubert a accepté de faire une biographie de Mazarin. Mais on va en dire, il a vendu son âme, c'est épouvantable. C'est une guédaille. À peu près. Il s'est fait attirer par un chèque. Alors que là, ce qui s'est passé après, tranquillement, c'est qu'il y a eu une critique de cette historiographie en disant justement, le contingent, ça continue à exister. Ensuite, l'histoire des idées, ça compte. Les individus ont un rôle dans l'histoire. Est-ce qu'on peut les étudier? Et il y a eu de plus en plus d'historiens de profession qui se sont mis à faire des biographies. Par exemple, Yvan Lamonde a fait une excellente biographie de Louis-Antoine Dessaulles. Ça a été un des premiers de sa génération. Ensuite, André Lévesque a fait des biographies d'Eva Circé-Côté. Bon, il y en a eu. Donc, autrement dit, les historiens ont réalisé que le genre biographique peut nous donner énormément de connaissances aussi sur l'époque. Et c'est sûr qu'on ne fait plus l'histoire, mettons, politique ou nationale, comme si l'histoire sociale n'avait pas existé. Ça nous a énormément appris de choses là, pendant un siècle, toute cette historiographie. Donc, l'histoire incarnée, c'est de dire, c'est un chemin possible. C'est pas le seul, on se comprend. Mais le biographique peut nous faire accéder au passé par un personnage particulier confronté souvent à des événements particuliers. Donc, c'est ça, en effet. Donc, c'était le pari de cette série des figures marquantes de notre histoire. Et puis voilà, donc on a décidé de retenir une quarantaine de textes divisés en 3 volumes. Ça, c'est le deuxième. Ça. Le premier, c'était... Parce que vous le dites dans l'intro, c'était... bâtir. Oui, bâtir, on était beaucoup dans la Nouvelle-France. Oui, exact, c'est ça. Vous dites dans cette intro aussi que l'on se rapproche un peu. Oui, mais ça commence avec Montcalm. Oui, mais en même temps, on prend à chaque fois des personnages de toutes les époques. Oui. Mais c'est vrai que la période plus moderne est beaucoup plus représentée dans ce deuxième volume que dans le premier, où bâtir, on bâtit une société nouvelle, etc. Oui, voilà. Maxime? Oui, je vais prendre des notes, là. Mais en fait, je suis pas en désaccord avec quoi que ce soit qui a été dit. En fait, il y a eu effectivement une renaissance, peut-être au cours des années 80-90, d'une histoire qui peut-être, même moi je vais l'admettre, qui est plutôt de tradition d'histoire sociale, qui avait peut-être trop délaissé de côté le personnage, la gentilité, par exemple. J'en parle dans le texte qu'on va parler. C'est-à-dire que les individus, leurs décisions, leurs actions ont une influence concrète sur l'histoire. Peut-être qu'on a eu... L'excès qu'il y a eu au 19e puis au début du 20e siècle, c'est qu'on ne s'intéressait qu'à ça, qu'à l'individu qui prenait. Et généralement... le dirigeant, parce que c'était une histoire qui était faite justement par des gens issus de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui se racontaient eux-mêmes. Alors, mais il y a eu réellement une prise de conscience par l'histoire sociale, puis même par des purs et durs. Je vais penser parler de ma paroisse, le grand historien Jacques Le Goff, médiéviste, qui a écrit la grande biographie du roi Saint-Louis. C'est votre période, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je prêche pour ma paroisse. C'est un bel exemple. Mais qui a fait la biographie du roi Saint-Louis, puis il ne trahissait pas ses principes parce qu'il utilisait ce personnage-là pour parler de son époque, pour parler des structures sociales de son époque, mais à travers ce personnage-là, comme un peu... d'en faire une sorte de porte-parole de son époque. Un pivot. Oui, d'un pivot, mais c'était pas de l'histoire institutionnelle de « il a pris telle décision à telle date et il a fait telle guerre, il l'a emporté, vive le roi ». Ça devenait un exemple de son époque. Donc, je pense qu'il y a tout à fait une façon de combiner les apports de l'histoire sociale puis de l'histoire des mentalités, l'histoire des idées. Mon directeur de thèse, par exemple, Brian Young à McGill, c'était un vrai marxiste, là, Brian. On avait des belles discussions, lui et moi. Il a écrit une sorte de portrait biographique de Georges-Étienne Cartier. Mais à la manière d'un bon marxiste. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est intéressant, c'était pas d'aller comme on dit, une biographie à l'américaine. On a quasiment la date avec laquelle il a changé de slip. Là, je veux dire, là, c'est d'un détail, pas toujours pertinent. Non, lui, il voulait étudier le représentant d'une classe sociale. C'était la bourgeoisie qui l'intéressait et pour lui, Cartier était le représentant de la bourgeoisie. Et c'est à ce titre que ça l'intéressait, mais c'était quand même intéressant parce qu'il avait fouillé dans sa bibliothèque pour voir tout ça. Alors, donc, l'histoire sociale a subi deux principales salves de critiques. Une critique, disons, de gens
qui aiment la politique et le national, plus dans mon genre, Ouais. qui disent, oui, l'histoire plus traditionnelle a sa place, mais évidemment informée par toutes les découvertes de l'histoire sociale. Mais il y a eu aussi une autre critique qui a attaqué une sorte de foi positiviste, qui étaient les gens qu'on disait du linguistic turn, les gens du tournant linguistique, qui disaient l'histoire, c'est du langage, fondamentalement. Ouais. Entre le passé et le livre d'histoire, il y a la médiation de l'historien qui écrit. Ouais. Et les choix des mots, les métaphores et tout ça est déterminant. Alors, donc, ces tenants de ce qu'on appelait le tournant linguistique ont aussi critiqué l'espèce de foi un peu naïve dans l'idée que parce que j'étudie des minutes notariales, une source drabe, plate, et j'en fais des séries sur un siècle, ça c'est le vrai, puis ça c'est la vérité. Sauf que, par exemple, les minutes notariales, le 30 octobre 1995, vont probablement rien dire de cette journée historique. Ouais. On va avoir échangé des maisons, on va avoir vendu tout à fait. des terrains, mais on ne saura pas que ce jour-là, il s'est produit un événement historique pour les Québécois qui a marqué la mémoire. Donc, si on reste fixé sur des sources comme ça, il y a des choses, on passe à côté de certaines choses. C'est très intéressant. Oui, c'est important. Non, mais c'est intéressant. ajoute. Ça montre que l'histoire est une masse en mouvement. Oui, puis l'importance de la diversité des sources, c'est aussi quelque chose que depuis la deuxième moitié du 20e siècle, beaucoup les historiens et historiennes ont compris. C'est-à-dire, il fut un temps où la source était juste ce qui était produit par l'État. Ouais. Donc, c'était tout ce qui était intéressant. C'était que ce soit du Moyen-Âge à nos jours, la charte royale qui a été publiée, c'était ça qui nous intéresse. Officiel. Ce qui était officiel, ce qu'on considérait qu'il y avait une légitimité, mais quand l'histoire sociale est arrivée, il dit oui, mais un procès verbal d'une assemblée syndicale, par exemple, c'est pas de... il n'y a pas d'aura de sacralité autour de cette source, mais elle est intéressante. Puis aujourd'hui, on commence à avoir des débats, par exemple, depuis quelques années, mais qu'est-ce qu'on fait des sources orales, par exemple? Il y a le débat autour des sources qui viennent des communautés autochtones. Qu'est-ce qu'on fait des sources qui ont été transmises de façon orale? Là, je ne réglerai pas cette question-là aujourd'hui. Non. Mais pendant longtemps, c'était un non définitif. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, du moins, il y a des gens qui tentent au moins de réconcilier ethnologie et histoire et aller dire, on va au moins s'intéresser aux témoignages oraux parce que le meilleur exemple d'un témoignage oral qu'on a, c'est la Bible. C'est la mise à l'écrit d'une série de récits oraux qui ont été mis éventuellement par avec écrit. Des décennies entre les événements relatés et à laquelle il faut appliquer la critique historienne, ce que l'exégèse biblique fait très bien. Après ça, il faut voir qu'est-ce qu'on fait des témoignages oraux contemporains. C'est un débat qui est super intéressant. Bon, je vais revenir au livre un peu. Comment on collige et on fait des demandes? Parce que il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur ces figures-là. On peut en nommer quelques-unes. J'ai parlé de Montcalm, Pierre Ducalvet, Ludger Duvernay, FX Garneau, Médéric Lanctot, Eva Circé-Côté, Marie Guérin-Lajoie, Gérin-Lajoie. C'est ça, Paul Julien également, Jacques Parizeau. Horace Lalancette, on va en parler tantôt parce que moi, ça m'interpelle évidemment, étant un grand admirateur d'Horace. En fait, c'est ça. Comment on monte un livre comme ça? C'est sûr qu'il y a une part un peu d'aléatoire. On a un certain nombre de textes, puis on dit, c'est quoi les thèmes qui pourraient les réunir? Et puis nous est venu Manon Leroux qui m'a donné un bon coup de main là, pour faire le lien avec les auteurs. Il nous est venu ces thèmes, bâtir, lutter. Donc, des gens qui se sont levés debout. Dans le cas de Montcalm, c'est un personnage qui a lutté réellement. Mais dans les autres cas, c'est presque toujours des batailles d'idées, dans le fond. C'est des luttes idéologiques, politiques. Et pour des personnages, et vous voyez bien que l'idée figure marquante, c'est pas, je l'explique dans le premier volume, dans l'introduction du premier volume, c'est pas héros non plus. C'est-à-dire, c'est des figures qui ont marqué leur époque. Qu'on soit d'accord ou non avec eux, mais ils ont marqué leur époque. Et donc, voilà. Donc, et les textes qu'on a voulu retenir, c'était des textes qui, dans le fond, défendaient un peu un point de vue sur le personnage. Ils donnaient des clés de lecture. On voulait pas du Wikipédia. Non, parce qu'il y a un défi, Éric, c'est que il y en a là-dedans, on les connaît. Donc, renouveler un discours sur des figures historiques, c'est quand même difficile. Oui, on les connaît. Vous les connaissez peut-être. Mais vous savez que le grand public... Je ne connais pas toutes, là, du tout. Non, mais le grand public, parfois... Médéric Lanctot, c'est très vague. À part un pont. Là. Oui, à peu près. Même Garneau, Pierre Ducalvet, pas un grand cégep. monde.
Ouais. Pierre Ducalvet. Non, ça c'est vrai. Il n'y a pas grand monde Premier prisonnier politique? On pourrait dire ça, je pense. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. C'est un personnage que j'ai... Moi, j'ai découvert Ducalvet en lisant François-Xavier Garneau. Ouais. Je ne connaissais pas, moi, avant avoir lu Garneau. Et en effet, c'est un personnage qui, un peu comme Pierre Bédard, qui n'est pas mon ancêtre, là, mais qui va faire de la prison et qui va dire, moi, je sors d'ici uniquement si on me dit pourquoi je suis ici, puis je veux un vrai procès. Ouais. Regarde, on t'offre de sortir. Non, moi, je sors pas tant que j'ai pas un vrai... Mais là, il va croupir pendant presque 3 ans en prison, sur des prisons à l'époque. Et il va critiquer, en fait, le système il va critiquer le gouverneur de son époque. Il va dire que c'est un pur arbitraire. Et il va publier le premier, on pourrait dire, essai de notre histoire. Appel à la justice de l'État, qui n'est pas juste un réquisitoire, qui n'est pas juste un plaidoyer pour défendre son innocence, qui est aussi une réflexion sur les Canadiens des lendemains de la conquête, ce peuple à qui on a donné ce nom à partir de la fin du 17e siècle. Donc, il veut expliquer qui sont... il faut construire un système d'éducation, il faut les éduquer mieux. Et c'est un homme des Lumières aussi, Ducalvet. C'est un homme éduqué, peut-être se méfier un peu de l'Église. Bon. Alors, il avait d'ailleurs accueilli les insurgés américains, parce que Montréal a été américain pendant 8 mois. Tout à fait. Et il était avec d'autres, des gens de la Gazette littéraire, c'est bien raconté par Bernard Andrès. Il était plutôt sympathique aux idéaux. D'ailleurs, vous savez que c'est revenu dans l'actualité, là, que le Canada soit annexé avec la visite de vieux M. débat, Trudeau. Vieux débat, en effet. C'est drôle parce que ça fait son chemin et éventuellement, l'époque étant ce qu'elle est, on va en discuter sérieusement, puis on va se réveiller un matin, puis ça va peut-être arriver. Moi, l'époque est tellement étrange. En effet, non, quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était une sorte de boutade, mais c'est dans l'air depuis un bon bout. Donald Trump, président, c'était une boutade il n'y a pas si longtemps. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant, Éric Bédard, parce que dans votre intro, vous dites, on vit une époque quand même particulière avec les dérèglements climatiques, la montée des extrêmes, crise des finances publiques, l'intelligence artificielle, et vous essayez de nous mettre dans le bain. Imaginez nos devanciers qui vivaient aussi des choses semblables, la Révolution américaine et française, la Révolution industrielle, l'émergence des États-nations. Mais c'est drôle, mais bien assis sur mon époque, j'enviais un peu ces gens-là, parce que j'avais l'impression que l'univers des possibles était plus grand qu'aujourd'hui. Mais peut-être que dans 150 ans, on va dire ça. Oui, c'est ça. Après ça, je me suis réveillé. Jamais. C'est ça, on ne sait pas. On ne sait jamais, mais il faut imaginer la Révolution industrielle. Oui. Écoutez, là, c'est tellement un phénomène sur le plan anthropologique qui est marquant. Mettons, t'es le 8e garçon ou une fille, mais 8e garçon d'une grosse famille de la campagne, puis ton père n'a pas pu t'acheter de terre, donc tu te retrouves ouvrier, journalier à Saint-Henri. T'as marié une femme que tu connais à peine, puis moi, non, c'était bouleversant de vivre toutes ces transformations-là. Mais en même temps, il y avait les grandes révolutions. Oui, mais... Qui aujourd'hui... nous, on sait ce qui va se passer après. Oui. Nous, on sait que l'État-providence va arriver après la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand tu es plongé dans la dèche à Saint-Henri en 1887, puis tu t'en vas à Shop, puis tu peux être congédié n'importe quand, tu le sais pas qu'un jour, il y aura l'État-providence. Puis t'es payé avec les pitons de la compagnie. Dans le cas de la Gaspésie, par exemple. Puis tu fais ton épicerie dans le marché général de la compagnie. Ça, c'était vrai en Gaspésie. Absolument. Au Saguenay aussi. Au Saguenay aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et vous dites aussi que la mémoire collective est ingrate. Ingrate, c'est-à-dire que... C'est écrit. Oui, je le relis pas du tout. Ingrate au sens où il y a beaucoup de ces personnages qui, je trouve, auraient mérité de rester un peu plus dans nos mémoires. Je veux dire, un personnage comme Ludier Duvernay, je trouve que c'est un personnage intéressant. Même Médéric Lanctot, qui connaît Marie-Gérald Lajoie? Pourtant, c'est une femme qui a mené un combat important. Est-ce que ça parle de notre rapport à l'histoire au Québec, entre autres, parce qu'on entend souvent cette critique qu'on a un drôle de rapport à l'histoire. Oui, notre devise, c'est « je me souviens », mais... J'entends souvent ça aussi, puis moi, j'embarque pas trop là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si on est américain ou français, on va prendre les deux sociétés qu'on connaît peut-être le mieux, si vous êtes français, vous avez des bonnes chances que vous avez eu un oncle dans Résistance. Vous avez eu un père qui a fait la Première Guerre mondiale. Surtout la Résistance, tous les Français ont un oncle dans Résistance, alors quand on regarde les vrais chiffres, c'est peu probable. On dit moins, j'avais un oncle pétainiste, ça on le dit moins. Oui, vous avez absolument raison. Résistance ou collaboration. Oui, c'est ça, On pourrait dire ça, en effet. Peut-être vous avez une tante qui a été tondue
à la Libération. Donc, la grande histoire est rentrée dans votre intimité familiale. Ouais. Si vous êtes américain, vous avez des bonnes chances d'avoir eu un oncle qui a manifesté contre la guerre du Vietnam ou qui a été au Vietnam. Ouais. La grande histoire est rentrée dans votre intimité familiale, donc vous avez un peu plus fatalement une conscience historique peut-être un peu plus développée. Ouais. Quand vous êtes dans une société qui a peut-être un peu en marge de la grande histoire, plus tranquille, c'est le cas de le dire, ben, ça marque moins peut-être les esprits, peut-être les gens ont la mémoire un peu plus courte. En gros, moi, ce que j'ai souvent noté, c'est que les gens ont la mémoire de la Révolution tranquille. Oui. C'est à peu près ça. Puis avant, c'est soit un blackout, une gentille indifférence, ou c'est une gang de demeurés. Tu sais, c'est un peu de variation sur ces thèmes-là. Et là, vous le dites que ces grands portraits, c'est aussi pour montrer qu'il se passait quelque chose avant la Révolution tranquille. Oui. En même temps, force est d'admettre, quand j'ai commencé à lire, puis vous le dites même en intro, il y a comme une espèce d'aveu que beaucoup de ces figures-là ont pas réussi à mener leur combat jusqu'au bout, ont dû renier leurs idéaux de jeunesse, souvent ont fini dans l'anonymat, ou sont un peu des perdants, en fait, d'une certaine façon. Je sais qu'on n'aime pas ce terme-là, mais je pense que... Et je me demandais si c'était pas ça, au-delà du fait que, oui, la Révolution tranquille, les gens qui l'ont fait sont encore vivants, sont capables de la raconter, mais c'est aussi... Il y a quelque chose qui a été fait, on dirait, accompli. Oui, alors qu'avant, on est beaucoup dans des figures qui ont essayé, puis que la contingence a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu. J'avais pas pensé à cette ça. idée-là. Ça se peut. Oui, ça se peut que... J'aurais dû aller à mes cours d'histoire au lieu d'aller Mais c'est possible, c'est vrai, c'est possible. En même temps, Garneau, est-ce qu'il a perdu? Il nous a laissé une œuvre, moi, que je trouve très impressionnante. Qui devrait être réédité, d'ailleurs. Vous pensez encore? Ah oui. Moi, j'ai lu la biographie de Patrice Groux. Patrice Groux, qui est intéressant. Ouais, vous pensez? Ah, ben, oui, parce que... Parce que vous dites, c'est comme les... Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, parce que je suis vice-président de la Fondation Lionel Groux. Oui. Mais je pense sincèrement que lire Garneau a moins mal vieilli que Groux. Dans ses écrits, dans sa façon même d'écrire, dans son rapport au passé, dans sa liberté d'esprit. Intéressant. Je pense que Garneau a moins mal vieilli. Je suis d'accord. Oui. Je pense sincèrement. Oui. Garneau, alors que l'abbé Groux, il y avait aussi une façon d'écrire. Il s'est tenu debout. Il y a eu beaucoup de courage sur plusieurs questions. Mais c'est vrai que quand on le lit aujourd'hui, on sent que ça a moins bien vieilli. Ça a plutôt mal vieilli. Comparé à Garneau, d'abord, son style, il écrit très bien. Et puis, c'est un poète aussi. C'est un poète à l'origine. Un poète. Absolument, c'est un poète à l'origine. Et aussi, il y avait une grande liberté d'esprit. Est-ce que c'est parce qu'il était autodidacte? Qu'il avait une grande liberté d'esprit? Non, mais... Je veux dire, peut-être que... On n'avait pas le choix d'être autodidacte à la génération de Garneau, parce qu'il n'y avait pas d'université. Voilà. L'université est fondée en 52. Il aurait pu aller à l'étranger. C'est ça. C'est vrai. Mais moi, j'en connais pas. Non, je comprends, mais peut-être que ça faisait en sorte qu'on pouvait sortir des canons de l'époque plus facilement. Oui, mais c'était aussi l'historiographie de l'époque. C'était une historiographie qui était dominée par cette grande figure un peu de l'historien romantique et national. Quand on dit l'historien national, la première figure dans ce type-là, c'est Garneau. Il était d'ailleurs très admiré de son vivant pour ça. Et justement, donc, cette histoire nationale, au départ, est née romantique, synthétique. Et il y avait vraiment... Un grand historien romantique était forcément un grand écrivain. Alors que Et écrivait à temps perdu, parce que lui avait une job. Là. Oui, exactement. Il travaillait pour la ville. Il travaillait pour la ville de Québec. Alors que le courant positiviste de la fin du 19e siècle, qui, lui, va vouloir tourner le dos à cette espèce aux artifices littéraires, à la subjectivité de l'historien, qui dit « Ah, je vois les archives, je suis ému », à la Michelet. Alors, ces historiens-là vont dire « Non, l'historien, c'est un homme de science, il faut être collé aux archives », mais le grand public a moins aimé. C'est sûr. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu de ce qu'on parle depuis le début. Puis je pense que souvent, c'est ce qui se perd dans la communication de l'histoire, dans les médias, c'est à quel point il y a des courants en histoire. Il n'y a pas voici l'histoire des historiens, c'est la bonne histoire universellement. À quel point, c'est un peu moins le cas dans
Mais c'est un peu cas dans les sciences pures aussi, parce qu'il y a des découvertes qui se font qui viennent tout changer. Oui, il y a des paradigmes qui changent. Oui. Mais en histoire, il y a ça aussi. C'est-à-dire, on fait pas de l'histoire à la fin du 19e siècle comme on l'a fait aujourd'hui ou au milieu du 20e siècle. Il y a eu le courant marxiste qui était absolument hyper important partout en Occident et qui a été un peu... qui maintenant, bon, des profs marxistes, il y en a plus des masses, là. Il y en a resté... Je trouve que le marxisme il reste est encore 2-3. présent. Moi, il y a des profs qui me disent que c'est revenu à la mode. En fait, il y a des éléments qui sont utilisés et on n'aurait pas dit ça il y a 25 ans. Parce que c'est un très, très grand penseur. Oui, voilà. Un très grand sociologue. Tout comme Bourdieu, qui reste encore partout. Il reste encore des acquis et des concepts théoriques qui sont difficilement dépassables. Mais dans les années 90, il y a des gens qui disaient que c'était obsolète, là, le marxisme et les idées marxistes. C'est parce qu'on avait à l'esprit... C'est la fin de l'histoire. Oui, mais on avait à l'esprit ce que le marxisme avait engendré. Oui, voilà. Je pense pas qu'on avait à l'idée là, nécessairement parce que je pense que même j'avais lu quelque part que Marx refusait l'idée même du marxisme. Ah ouais, Il disait bon. Alors juste pour revenir à ce que dit Maxime sur les écoles, je vous raconte une anecdote. Je donnais une charge de cours quand j'étais au doctorat à des officiers de l'armée canadienne. J'étais allé sur leur campus quelque part à Saint-Augustin-des-Maures. Pour un indépendantiste. C'était spécial. C'était spécial. C'était tous des... Je vais les noyauter. Des gens de l'entrisme. Oui, peut-être, tiens. Mais ils m'avaient pas demandé mes cartes avant d'enseigner. Alors, je me souviens que j'exposais les interprétations de la Confédération de 1867, nationale, économique, celle du régime. Puis là, il y a un étudiant j'avais compris entre-temps que c'était un ingénieur de formation, qui était un peu impatient. Il me dit, mais monsieur, là, c'est quoi la bonne interprétation? Ben là, j'ai dit, écoutez, je dis, vous êtes ingénieur? Je dis, oui. Spécialiste dans les infrastructures, génie civil? Il dit, oui. Ben, je dis, moi, quand je traverse un pont, je veux pas d'hypothèse, je veux juste des certitudes. Je vous comprends. Mais en histoire, c'est une science humaine. Non. On est dans l'interprétation. On tisse des ponts. Oui. On construit des ponts. Oui, mais le pont peut bouger. Le pont peut bouger et il y a différents points de vue, en effet. Il faut coller aux faits, mais les faits, ben oui, c'est ça, c'est la différence entre le chroniqueur qui compile les faits les uns après les autres, mais l'historien, on s'attend de lui qui nous explique les origines et les conséquences des événements quand il s'intéresse aux événements, aux grands phénomènes. On veut une clé d'explication, d'interprétation, et ce faisant, ben, l'historien forcément s'expose. Évidemment, il s'expose basé sur les documents, les archives, mais voilà, il y a des interprétations. Maurice Duplessis par Jonathan Livernois. Oui, ben oui. Jonathan, d'ailleurs, on est en préparation d'un épisode sur les bye-bye, l'histoire des bye-bye. Ah bon? Ça s'en vient, qui est déjà venu ici 2-3 fois. Oui. C'était quand même un défi. Et bon, moi, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que le fait que c'est plusieurs auteurs et autrices, donc les styles diffèrent. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant. Dans le cas de Jonathan, il y a une écriture narquoise parfois de l'histoire. Oui, c'est vrai. Et dans le cas de Maurice Duplessis, on sent qu'il y a un défi parce que, bon... puis en même temps, on sent cette espèce de désir de le remettre... Dans son contexte. Sans dire on élimine ce qui était problématique, mais on semble vouloir quand même montrer que c'était pas si pire avec Maurice Duplessis. Ben, vous en parlerez avec Jonathan. Oui. Non, mais je trouve ça super intéressant. Non, mais parce qu'il dit, il faut quand même comprendre, il a été élu 5 fois d'affilée. Donc pas 5 fois. Bon. Oui. Mais en même temps... Ça l'excuse pas, ça l'exonère pas. Mais dans le même texte, on dit qu'il a mis sur pied une machine électorale de fier à bois. Enfin, l'explication est peut-être plus là que de comprendre pourquoi il a duré. En tout cas, je sais pas, mais moi, c'est ça. Mais en même temps, j'avais reçu Pierre Berthelot pour son livre sur Duplessis. C'était vraiment passionnant. Maxime? Non, ce que je veux dire, c'est intéressant parce que Duplessis, c'est l'une des seules figures qu'on a au Québec qui est un peu, je veux dire, diabolisée. C'est-à-dire que comparer un politicien à Duplessis, c'est une insulte. C'est reçu. Pierre Berthelot dit que c'est notre point Goodwin. Oui, c'est un peu notre pétain, en fait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça sera... Je ne dis pas que c'est fondamentalement une insulte, mais que ça sera considéré comme une insulte si on compare quelqu'un à Duplessis. Puis il y a peu de figures comme ça au Québec. Peut-être Durham, mais il y en a peu. Alors qu'au strict opposé, on a un René Lévesque qui est divinisé. Tout à fait. Aussi parfois à l'excès, parce que je veux dire, il a fait des erreurs aussi comme n'importe quel être humain. Il a roulé sur un itinéraire dans ce
Je ramènerai pas ça. Faites vos recherches. Non, il était mort. Non, oui, effectivement. C'est drôle parce que moi, des fois, je garde des vieilles affaires dans mon sous-sol et j'ai une pile de McLean. Oui. L'ancêtre de l'actualité, de la fin des années 60 et du début des années 70. Et il y a un numéro consacré à Duplessis où ils interviewent des jeunes. En quelle année? Puis là, on est en 70. Ah oui. Donc, ça fait pas longtemps, là. Ça fait 10 ans Oui. que Duplessis est décédé. Et ils interviewent des jeunes. En fait, ils interrogent la jeunesse pour voir jusqu'à quel point ils se rappellent positivement ou négativement de Duplessis. Et finalement, ils s'en rappellent très peu. Et c'est 10 ans seulement après. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça nous remettait... En fait, ça rajoutait quelque chose... En fait, ça complexifiait un peu l'image qu'on peut avoir de Duplessis parce que les jeunes des années 70, du début des années 70, c'était pas un stigma. En fait, ils répétaient un peu ce qu'ils entendaient dans leur famille, mais pas tant non plus. Mais plus que ça, il y avait eu une enquête qui avait été menée en 1959 par les libéraux. Là. Jean Lesage devient chef. Fait que là, il commande une étude avec les méthodes de la science politique émergente, puis des enquêtes qualitatives. Et le bilan de la recherche qu'on peut lire, qui était à la Grande Bibliothèque, c'est que les Québécois de 1959-60 étaient loin de vouloir changer de gouvernement à ce moment-là. Ouais. Et c'était avant la mort de Duplessis, donc, avec les événements qui se sont enchaînés. Ouais. Et on constate dans cette étude-là, je pense que c'était Maurice Pinard de McGill, il était tout jeune, que les Québécois de l'époque, un peu comme ceux d'aujourd'hui, peut-être, n'avaient pas beaucoup d'attentes par rapport à la politique. Même que pour eux, fondamentalement, la politique, c'était des gens plus ou moins corrompus. Ouais, ouais. Et donc, c'était du blabla, un fond du bruit de fond. Ouais. Et on n'avait pas beaucoup d'attentes par rapport à la politique. Et c'est ça qui va changer avec la Révolution tranquille. On va croire à la politique. Ouais. Je pense que ça, c'est la... On parle beaucoup de toutes sortes de phénomènes, État-providence, mais je pense que le fait massif, c'est qu'on croit à la politique à partir des années 60. Et peut-être qu'on est à la fin d'un cycle. Ouais. Je ne sais pas si on va y croire à nouveau, mais il y avait une foi dans la politique, que l'action politique pouvait nous aider personnellement et collectivement. Ça, c'est intéressant. Et ça, avant, les gens... Puis on peut les comprendre. Les gens disaient, la politique, c'est de la corruption, c'est... Ce qui était pas faux. Ce qui n'était pas faux, absolument. Il n'y avait pas les règles qu'on a établies. Même et ça nous touche pas. Ça nous touche peut-être pas tant que ça. Et on est dans le cadre d'une société libérale où l'État intervient assez peu aussi. Oui. Et les Québécois sont pas... Puis dans le chapitre, le texte de Duplessis, Livernois le rappelle, les gens voulaient une continuité et les changements dans la continuité. Puis il rappelle même que François Legault a repris cette idée-là. Oui. D'ailleurs, ça, c'est une chose assez fausse qu'on entend souvent, le fameux désormais de Paul Sauvé, pour dire que Paul Sauvé voulait marquer une différence entre lui et avant. Mais quand on s'approche des sources de l'année 1960, moi j'ai étudié l'élection de 1960, au contraire, il voulait vraiment montrer la continuité. Il n'y avait pas beaucoup de critiques. Paul Sauvé qui était le successeur de Maurice Duplessis. Et une des affiches de 1960, tu avais Duplessis, Paul Sauvé et Antonio Barrette. Donc, parce qu'on aime dire que la Révolution tranquille aurait eu lieu probablement avec Paul Sauvé. Peut-être qu'elle aurait il modernisait un peu. Oui, alors par exemple, il y avait tout le débat sur l'argent des universités, là, parce que le fédéral finançait les universités, Duplessis refusait. Alors, on voyait que Paul Sauvé voulait trouver des ententes et Antonio Barrette a voulu aussi trouver des ententes sur les questions de la santé, parce qu'il y avait des programmes émergents. Mais bon. Alors, est-ce que ça aurait donné la même Révolution tranquille? Peut-être pas. Mais il y avait une tendance de fond quand même. Puis il faut se rappeler que la nationalisation de l'électricité avait commencé avant. 44. Donc Québec avait été créé avant, mais puis René Lévesque le dit, puis Horace Lalancette, dans les films de Pierre Perrault, le rappelle, les gens n'en voulaient pas au début. Ça allait pas de soi. Là. On pense que la Révolution tranquille, les gens étaient comme « Wow, on embarque ». C'est vraiment des gens éduqués qui ont dû convaincre du monde qui trouvaient que ça allait ben trop vite. Alors, notre mémoire collective, c'est que avant 1960, tout le monde est très, très traditionnaliste et conservateur. Puis là, bang! Agricole. Tout le monde vire progressiste et tout ça. Non. Alors, l'historiographie de la génération Linteau, Durocher et Le Robert nous a dit, attention, il y avait du nouveau dans l'ancien. Il y avait beaucoup de libéraux, de gens qui avaient une division qui divergeait avec Duplessis et consorts.
Mais il y avait aussi de l'ancien dans le nouveau. Après 1960, les conservateurs disparaissent pas. Il y en a, ils sont encore présents, ils perdent l'hégémonie du discours idéologique, mais ils sont encore présents. Il va y avoir une scission, par exemple, au sein du RN, avec des indépendantistes plus conservateurs qui vont dire on se reconnaît pas dans ce discours de la décolonisation. Beaucoup de ces gens-là vont joindre le Parti ce discours-là québécois. est encore là aujourd'hui. Il y a encore des indépendantistes qui ne se reconnaissent pas dans la décolonisation. Parce que l'indépendantisme est un mouvement d'une coalition. Oui. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Vous le dites, on a parlé succinctement. Je vais terminer avec ça pour la portion figure marquante de notre histoire, le volume 2. Vous dites que la mémoire collective est ingrate. Jean-Charles Harvey n'est pas dans ce livre. C'est vrai. Comment ça? Vous avez raison. C'est un oubli. Il y en a plein d'autres qui sont pas dans ce livre. Est-ce que c'est parce que c'est un antinationaliste? Pas du tout. Pas du tout. On a fait... Non, parce qu'on a fait... Je vous talonne. Je vois ça, mais on a fait... Comment il s'appelle? T.D. Bouchard. Oui. Télésphore, Damien Bouchard. C'était mascoutin, moi. Qui était à peu près la même point de vue. C'est vrai. Donc, on l'a fait. J'ai reçu Harold Bérubé qui avait présenté... C'était passionnant. Il nous avait présenté Télésphore, Damien Bouchard. Ouais. Est-ce qu'il va être dans le volume 3? Peut-être. Écoutez, Parce que Jean-Charles Harvey a fondé Le Jour. En fait, quand on va sur Wikipédia aujourd'hui, le journal Le Jour, on ne parle que de l'incarnation souverainiste avec Yves Michaud. On oublie que c'est Jean-Charles Harvey qui a fondé Le Jour dans les années 30, fin des années 30, je crois. 40, je pense. Le journal a fermé en 46, anticlérical, antinationaliste, antifasciste. C'est vraiment un franc-tireur. C'est un franc-tireur, un esprit libre. Il a perdu même son travail à cause de son roman Les Demi-civilisés. Tout à fait, qui a été mis à l'index. Absolument. Donc, c'est un personnage qui était très courageux. Très courageux. En effet, on aurait... Écoutez, il y en a plein. Vous voyez, vous-même, vous êtes un gras. Peut-être. Dans ce que vous dans les personnages qu'on n'a pas retenus, par exemple, il y en a un que je regrette, c'est Pierre Perrault. On n'a pas Pierre Perrault dans notre série. C'est vrai. Par exemple, Louis Dantin. Il y a une très belle biographie de Pierre Hébert de l'Université de Sherbrooke sur Louis Dantin. Lui aussi, on l'a pas retenu parce que la biographie est sortie après. En tout cas, j'ai des regrets comme ça. Ben, au moins, c'est dit. Alors, ça tournera en boucle sur les réseaux sociaux. J'ai des regrets. Éric Bédard a des regrets. Bon, et là, je veux qu'on parle du Musée national de l'histoire du Québec. Oui. J'imagine que vous avez suivi les travaux de la commission sur le projet de loi Bien 64. Sûr, très attentivement. Jonathan Livernois était là. Oui. Catherine Larochelle. Et là, votre rôle, vous le dites, j'ai même été un peu pas fin l'année passée. J'avais parlé de la patente à gosse d'Éric Bédard. Ah bon? Ça m'avait échappé. Vous écoutez pas tous les épisodes? Pas tous les épisodes. Bon, mais c'est ça. On avait peur que tout ça devienne un musée à la gloire de nous-mêmes. Et j'ai trouvé les travaux de la commission intéressants. On se sentait une écoute. Oui. Je sais que c'est filmé, tous les politiciens font attention, mais on sentait une réelle écoute. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Ce qu'on peut en dire, c'est que, évidemment, depuis la nomination de Maxime Pedneau-Jobin, il y a un capitaine à bord. Ouais. Parce que ça a été drôlement... on a drôlement procédé, il faut quand même l'admettre, là. Alors, le gouvernement avait ses espaces bleus. Les espaces bleus, on a compris que ça coûtait trop cher. Alors là, ils ont donné un coup de barre. Ça, c'était une patente à gosse. Je vous laisse le terme. Oui, je sais, mais je vais le faire. Bon. C'est correct. Alors là, ils ont dit, tiens, on va créer un musée. Mais le musée, ils ont confié ils ont lancé les travaux. Ceux qui commencent le travail de conception, c'est les gens du musée de la civilisation. Donc, une autre institution qui va engendrer... Alors, c'est sûr, avec leur culture, leur approche, qui est un musée de société avec une approche beaucoup plus anthropologique. Et là, ces gens-là ont commencé le travail. Mais là, maintenant, avec Maxime Pedneau-Jobin, il y a un capitaine à bord qui a reçu un mandat, la loi 64, je l'ai entre les mains. Qui est assez flou. Vous trouvez? Je sais que Catherine Larochelle aimait bien cette idée-là, c'est-à-dire que la loi est assez floue pour qu'on puisse quand même avoir une marge de manœuvre. Et qu'on ne soit pas dans un musée qui, je crois, serait moins intéressant à la gloire de nous-mêmes. À la gloire de nous-mêmes. En sachant pas trop, et que le nous soit pas tout à fait inclusif. C'est un peu ça dans les travaux. J'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. C'est quand même important. Oui, j'ai bien compris, mais il existe une telle chose que le peuple québécois. Oui, quand on sort du Québec, on dit « je suis du Québec », on a à l'esprit quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faudrait essayer de raconter dans un musée. Donc, c'est complémentaire à tout le travail que font les chercheurs, les départements d'histoire. Donc, c'est un musée. Moi, je sais que personnellement, quand je débarque quelque part, c'est la première chose que je fais. Je vais voir l'histoire du pays.
Et puis, j'ai assez de sens critique pour dire, celui-là, il est meilleur que l'autre que j'ai visité. Celui-là, il est un peu plus traditionnel. Celui-là est un peu plus conventionnel. Donc, on va essayer de faire... Mais j'ai été exposé au pré-concept de l'exposition temporaire. D'ailleurs, aujourd'hui même, le comité scientifique se réunit. C'est un drôle de hasard. On est le 5 décembre, là, c'est ça. Pour vos éditeurs. Ça va être les gens vont l'écouter Est-ce que la composition du comité est publique? Non, parce que c'est jamais public, un comité scientifique. Non, mais c'est vrai, c'est jamais public parce que les choix, ultimement, sont faits par l'institution. Oui. C'est normal. Oui. Donc, on ne veut pas faire porter sur le poids des épaules du comité scientifique des choix que Maxime Pedneau-Jobin pourrait faire et qui ne serait pas en accord avec... avec ses équipes, là, c'est sûr. Alors, parce que c'est pas un historien, Maxime Pedneau-Jobin. Non, c'est pas un historien. Il vous avait dit dans une publication que vous trouviez que c'est une bonne nouvelle, justement, que ce soit pas un historien. C'est-à-dire parce qu'il coupe les cheveux en 4. Oui. Vous voyez, par exemple, je pense que des fois, on est prudent parce que justement, on a tout l'arrière-plan, les débats. Alors que, donc, c'est quelqu'un qui a une expérience politique, mais c'est pas une nomination partisane parce qu'il n'est pas caquiste, à ce que je sache. Non. C'est une nomination politique, mais c'est un fervent nationaliste. C'est un fervent nationaliste. Oui. Comme Lise Bissonnette était une nomination politique. C'était un choix qu'avait fait Lucien Bouchard et son gouvernement, disant on va nommer cette dame qui a fait ses preuves, qui est une personne dont on respecte le jugement. Donc, Maxime Pedneau-Jobin, ancien maire de Gatineau, expérience politique, qui a été confronté d'ailleurs avec un enjeu avec les Autochtones. Ils avaient trouvé un site où il y avait des restes. Et donc, il y avait eu tout un travail avec les Autochtones. Il m'a raconté ça. Et il y a le doigté qu'il faut, je pense, pour gérer... Ça paraît pas trop dans ses chroniques, des fois, qu'il y a du doigté. C'est sa culture historique, c'est ses points de vue. De toute façon, je comprends, vous allez pas... Moi c'est sûr... Maxime, oui! Bon. Moi, c'est sûr... Déjà, je suis assez... Et d'abord, c'était à peu près le consensus dans les consultations que à peu près tout le monde s'entendait que l'idée de la création d'un musée d'histoire du Québec était pertinente. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'est la nomination de Maxime Pedneau-Jobin qui m'a inquiété plus que ce qui est venu avant. Pourquoi? Parce que j'ai lu ses chroniques. Et ce qui me fait peur, et j'imagine qu'il va être... pas contrôlé, c'est pas le bon mot, mais qui va respecter son comité scientifique, je l'espère. Temporiser, c'est le bon mot. Parce que... Il s'est inscrit dans certaines de ses chroniques et je le compare un peu en cela à certaines chroniques qu'a fait Mario Dumont, qui fait un peu de... En gros, si tu fais pas de la bonne histoire nationale... t'es contre le Québec. T'es contre le Québec ou bien t'es perverti par le wokisme. Et ma peur, c'est qu'il en fasse un peu le musée de l'anti-wokisme. C'est-à-dire qu'il... regardez tous ces... On l'a entendu beaucoup dans les chroniques de Mario Dumont. Par exemple, le département d'histoire de l'Université de Montréal est complètement perverti par le wokisme, puis on n'a plus d'histoire nationale. Ça, c'est à cause de Catherine La Rochelle, entre autres. Oui, notamment. Et j'insiste, c'est pertinent l'histoire nationale, mais quand on se met à dire que, en gros, le camp adverse sont pas sérieux, sont pervertis, tout comme le contraire, dire, je sais pas, tous les historiens nationalistes sont racistes, serait tout aussi impertinent et bête. C'est ma peur qu'on n'écoute pas la recherche scientifique qui se fait aussi en ce moment et qui serait peut-être de la recherche qui ne plaît pas à Maxime Pedneau-Jobin ou à Mario Dumont, mais qui mérite aussi sa place d'être représenté dans les musées. Et j'espère, parce que je peux pas lire dans le futur, mais j'espère seulement que il sera à l'écoute du comité scientifique qui, j'espère, est au fait de la recherche telle qu'elle se fait aujourd'hui. Vous n'avez rien à craindre là-dessus. Et là, Éric Bédard... Je connais la composition du comité. Oui, c'est ça. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que la composition du comité ne sera jamais rendue publique? C'est jamais public. Vous allez voir, c'est jamais public, ces informations-là, parce que justement... Parce que moi aussi, j'ai eu des informations. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des garde-fous. Voilà. Je suis très content. Oui. Oui. Et puis j'ai été exposé au pré-concept. Et le pré-concept, je pense, va vous rassurer, Maxime. Bon, parfait. Parce que, en effet, on est très conscient avec Maxime, on se parle beaucoup, que l'histoire est aussi une question de point de vue.
Hein? Oui, oui. Mais en gros, il y a deux éléments auxquels je pense qu'on est très attachés tous les deux. C'est l'élément qu'on parle d'un peuple. Alors, évidemment, le peuple québécois a été constitué par des vagues. Il y a les Français. Donc, mais c'est quand même, on recherche une sorte de commun, hein, l'unité, les caractéristiques de ce peuple. C'est pas facile. Ça oblige des choix. Mais première chose. Et deuxième chose, la chronologie. Oui. On doit avoir, on est en histoire, alors que le musée, par exemple, de la civilisation est moins là-dedans. Est plus dans une approche thématique. Oui, voilà. C'est très bien. Alors, par exemple, le Québec, autrement dit, a une approche plus thématique. Alors, nous, il faudra vraiment, je crois, se cramponner à une forme de chronologie. Hein? Donc, voir les grandes périodes, les unes qui en mènent une autre. Et franchement, le préconcept, moi, je l'ai trouvé très intéressant et je pense qu'il va rassurer les gens qui, en effet, pouvaient avoir des craintes. Oui. Puis Maxime Pedneau-Jobin n'est pas éternel non plus à la tête du musée, surtout si les prochaines élections. Moi, j'étais sûr qu'elle allait se présenter pour le PQ. Oui, moi aussi d'ailleurs. Parce qu'en campagne électorale, ces chroniques auraient été considérées comme des dépenses électorales pour le Parti québécois, je pense, sincèrement. Hey, merci, Maxime. Je veux qu'on parle de votre chronique chez Pivot parce qu'il y a Gabriel Brassard-Lecaux qui s'en vient tantôt, qui va parler des grandes enquêtes qui sont en préparation. Qui est un peu ma boss, finalement. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est votre patronne. Et là, vous avez commis une chronique cette semaine? Pas longtemps? Oui, cette semaine, j'ai une chronique mensuelle dans Pivot, si jamais ça vous intéresse. Bon, voilà. Intéressante sur la montée de l'extrême droite. Et donc, comme je disais en intro, anti-hégélienne, c'est-à-dire que les mouvements de l'histoire ne sont pas inéluctables. On peut faire certaines choses. Oui, ben il y a quelque chose qui me... Nous, les mortels. C'était un peu une réaction à un propos de Patrick Lagacé, avec qui je suis rarement en accord. C'est le cas. Ce qui est très sain. Et qui disait un peu autour de l'affaire Boisy. Autour de l'affaire Boisy, il disait aux militantes de Québec solidaire, c'est le temps de vous calmer un peu sur votre antiracisme parce qu'il y a une vague conservatrice en Occident. Il y a des choses plus importantes à traiter. Mais moi, c'était le mot vague conservatrice qui m'a marqué parce que c'est ce réflexe qui est vraiment pas propre à nous. C'est un débat qu'il y a sur des philosophes de l'histoire depuis au moins le 19e siècle, mais bien avant ça. C'est l'idée que il y a des grands mouvements de l'histoire et contre lesquels on ne peut rien faire. Voilà. C'est comme si c'était une force mystique. Pour les chrétiens, c'était la providence, tout simplement. Je donne l'exemple de la christianisation de l'Empire romain. En fait, vous commencez votre texte avec en 313, l'empereur romain Constantin Ier met fin par l'édit de Milan à des siècles de persécution. Et vous dites que on a raconté ça comme quelque chose qui était normal et que le christianisme serait apparu quand même. Mais l'historiographie chrétienne après Constantin a fait un peu comme, à cause de ses valeurs intrinsèques, le christianisme l'aurait emporté quoi qu'il arrive. Alors que la recherche contemporaine veut au contraire dire non, il y a une place à la gentilité, il y a une place à l'individu, puis la décision de Constantin, premièrement, de mettre fin aux persécutions chrétiennes, deuxièmement, de se convertir au christianisme, premier empereur romain qui se convertit, et aussi même de prendre des politiques favorables au christianisme, va considérablement valoriser la position de l'Église et lui permettre de commencer la grande vague de christianisation, parce qu'à son époque, c'est 10% de l'Empire qui est chrétien. Dans certaines régions, c'est moins de 2%. C'est insignifiant, c'est une secte parmi d'autres. Mais c'est par une décision d'un individu, et on revient de ce qu'on disait tout à l'heure, par la décision, sans cette décision-là, probablement que l'histoire aurait été fondamentalement différente. Mais ce que je voulais dire dans ce texte-là, c'est qu'il n'y a pas de grande vague historique de puissance. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui prennent des décisions, il y a des humains qui font des actions, parfois très positives, parfois très négatives. Et ce qu'on parle de la montée de la droite, je donne l'exemple des frères Koch. Je sais jamais s'il faut dire Koch ou Koch. Je pense qu'on dit les frères Koch. D'ailleurs, il y en a un qui est mort. Hein. Oui. Qui est des milliardaires du pétrole de la Pennsylvanie. Oui, deux républicains très républicains. Non, des libertariens. Oui, des libertariens qui financent des causes, surtout de tout ce qui touche à libéralisation économique, un peu partout au Canada, puis aux États-Unis. L'Institut économique de Montréal. Dont l'Institut économique de Montréal. De ces frères-là, ça a un poids dans l'histoire, ces décisions-là. Ces deux individus-là, ce sont pas des pauvres victimes de l'histoire qui font juste donner de l'argent parce qu'il y aurait une force. Et qui ont simplement saisi l'air du temps. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est des gens qui avaient les moyens qui ont cherché à influencer l'histoire. Évidemment, on n'est pas tous et toutes
égaux et égales fait l'histoire. C'est-à-dire que le prolétaire de Saint-Michel a pas le même poids sur l'histoire par lui-même que Elon Musk. Que Elon Musk, voilà, évidemment. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a des actions collectives. C'est-à-dire que ce soit... Je vais revenir au sujet de la Révolution tranquille, on l'a abordé tout à l'heure. La Révolution tranquille, c'était pas non plus un espèce de phénomène naturel qui venait de la nature par l'intervention de la Providence. Et qui serait arrivé de toute façon. Oui, non, c'est parce qu'il y a des individus, premièrement, à cause des mobilisations collectives, les syndicats, les groupes féministes, etc., mais aussi des décisions individuelles de gouvernement qui ont décidé d'aller dans une certaine direction, puis ça a eu un poids sur l'histoire. Fait que il n'y a pas eu évidemment, la Révolution tranquille s'inscrivait dans un mouvement international. Oui, les gens lisaient, les gens étaient en contact, les gens voyageaient. Et d'un mouvement qui était peut-être plus prompt à l'État-providence, les influences de keynésiennes, des trucs comme ça. Mais il y a quand même des gens qui ont pris des décisions, qui se sont mobilisés. Et puis je pense que, par exemple, la part des mouvements à la Trump, qui est parfaitement légitime, mais il faut pas le voir comme... Tu sais, par exemple, Pierre Poilievre, j'ai l'impression que c'est ennemi qui va être le prochain premier ministre et il n'y a rien qu'on peut faire, c'est une force. Chantal Hébert, dans ses chroniques, depuis 3 ans, nous annonce quasiment que c'est fait. L'élection. Trudeau a fait son temps et ce discours-là est très présent dans les médias. Oui, mais... Je dis pas qu'elle est pro-Poilievre. Non, c'est pas ce que je comprends. Mais elle répète que ça va être vraisemblablement le prochain premier ministre. Alors, les journalistes le répètent, les médias le répètent, fait qu'on a l'impression que c'est inéluctable. C'est ça, mais mon point, c'est peut-être que c'est vrai qu'il va être le prochain premier, même que c'est probable, mais que c'est possible d'avoir des individus qui prennent des décisions, qui se mobilisent pour ne pas qu'ils soient élus. Voilà. C'est possible. Après ça, est-ce que l'on veut ou pas, ça, c'est une autre discussion. Voilà. Et vous parlez aussi du Parti québécois. Vous dites que les dirigeants du PQ n'avaient pas à prendre le virage identitaire. Évidemment, c'est dans l'actualité, c'est l'espèce de réponse molle de PSPP sur la présence de la Nouvelle Alliance, de groupe d'extrême droite de la Nouvelle Alliance. Mais vous dites que c'est pas obligatoire que le PQ prenne ce virage identitaire. En même temps, il fait des gains. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout ce que je dis, c'est que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas... Il le fallait parce qu'il le fallait, parce que c'était comme ça. C'est surtout ce discours-là qui m'embête. Ça pourrait être des idées de gauche. Hein. On pourrait faire la même réflexion sur des idées d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est l'idée que il fallait parce que c'était l'air du temps, puis c'était comme ça. Voilà. Éric Bédard, vous avez milité au PQ. Vous avez participé de très près au pouvoir quand le PQ était au pouvoir. Comment vous voyez l'évolution du parti aujourd'hui? Écoutez... Êtes-vous encore... militez-vous encore au parti? Non, parce que là, avec mon travail au musée, j'ai un autre projet qui est en cours qui va me demander un petit peu de réserve. Donc, non, je ne milite plus depuis longtemps. Non, mais vous êtes indépendantiste. Évidemment, j'ai des amis. J'ai oui. beaucoup d'amis parce qu'on est de la même génération, on s'est suivis. Écoutez, je vais vous faire une réponse d'historien. Je ne vais pas vous faire une réponse militante. Je rappelle constamment que le Parti québécois, c'est une coalition. Oui. Alors, il y a un certain... il y a beaucoup de gens qui voudraient que le Parti québécois soit d'abord et avant tout une certaine étiquette, on pourrait dire gauche. Ou plus progressiste, comme il a déjà été. Oui, mais en même temps, moi, si je regarde l'histoire longue du Parti québécois, depuis le début, depuis 1968, le bateau a plus tangué à gauche, disons, dans le premier mandat, mais dans le deuxième mandat, il y a eu des coupures qui ont été très difficiles. Fonctionnaires, ils s'en rappellent encore. Exactement. Alors donc, le Parti québécois, c'est une coalition. Alors des fois, j'avoue qu'on sent moins la faction progressiste. Mais Pascal, le député de Jean Talon qui a été élu par la partielle, Pascal... Paradis? Paradis. Oui. C'est quelqu'un qui vient d'Avocats sans frontières. Ma femme le connaît bien parce qu'elle est un médecin du monde. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui incarne nécessairement Donc, vous voyez, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon voulait avoir un équilibre dans sa députation. Ouais. OK. C'est effectivement une réponse d'historien. On va en reparler de toute façon. Il y aura d'autres facéties. Là, je termine avec quelque chose qui m'a heurté, Éric Bédard. Oh. Ouais. Un statut Facebook où vous avez félicité Yves Gingras pour son prix international Science et laïcité. Oui. Mais là, vous dites, mais surtout bravo pour ce discours percutant, cette charge d'un grand historien des sciences contre les dérives idéologiques et les affabulations de ces politiques EDI qui nous écartent insidieusement de ce que doivent faire les universités, être dans une quête désintéressée, intersubjective et internationale de la vérité. On va aller écouter un petit extrait de ce discours, justement. On entend souvent dire qu'il y a un déclin de confiance en la science
comme si le problème n'était qu'extérieur et que les scientifiques et leurs organisations étaient toujours de preux chevaliers de la rationalité scientifique. La réalité est en fait plus complexe et j'observe depuis au moins une dizaine d'années la montée d'une forme de néo-romantisme qui, au sein même des communautés scientifiques, est souvent couplée au discours à la mode sur le décolonialisme, remet en cause l'universalité potentielle de la science. Le tout au nom d'une conception confuse de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, le mantra EDI, asséné à tort et à travers par de nombreux dirigeants d'institutions scientifiques et universitaires. Il est en effet devenu courant en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada d'opposer la spiritualité et les savoirs traditionnels et ancestraux des peuples autochtones à la science dite occidentale, ramenée ainsi à un particularisme comme un autre. Il est pourtant évident que de qualifier un savoir de traditionnel ne constitue pas une preuve de sa validité empirique ou même logique. Après tout, la saignée a bien été en Occident une connaissance traditionnelle pendant au moins un millénaire, mais elle a fini par être abandonnée comme inefficace grâce au développement continu des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qui se passe avec l'EDI pour que ça heurte à ce point, j'ai l'impression, une génération d'universitaires? Parce que Yves Gingras, moi j'ai consulté, parce que je suis pas un universitaire, des gens à l'université, des profs, des doctorants, des doctorantes, qui rappellent que Yves Gingras est un grand historien des sciences. Absolument. Mais que depuis quelques années, sa tentative de pourfendre les mesures EDI discrédite pas son travail, évidemment, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas en phase avec son époque. Bon. Et vous oui, vous l'avez entendu. Parce que Yves Gingras, d'abord, il fait pas cette critique d'EDI au nom, disons, d'un point de vue militant, disons, qui serait à droite. Oui. Hein? Il est pas... Non, mais je tiens à le dire, oui. là, c'est pas quelqu'un qui est dans une espèce de croisade contre les woke. Là. C'est ça. Il est pas là-dedans, là. Lui, ce qu'il défend, c'est un idéal scientifique. Oui. On peut trouver que c'est un idéal suranné, que c'est un idéal qui tient plus la route. Mais moi, personnellement, je suis très attaché à cet idéal-là, que on se fonde sur des sources, on a des protocoles, puis on essaie de s'entendre sur qu'est-ce qui est vrai, idéalement. Oui. C'est peut-être un peu naïf, mais moi, je continue d'y croire que par-delà nos divergences de citoyens, on peut s'entendre sur des faits, voilà. Par-delà nos divergences et par-delà même les pays. La science n'a pas il n'y a pas une science allemande, il n'y a pas une science québécoise, il y a une science, point, puis on valide ensemble les points de vue. Alors, l'EDI, ce qui me dérange, par exemple, c'est que, à chaque fois qu'on embauche un collègue, nous, à la Téléuniversité, mais c'est partout pareil, là, on nous fait un exposé de 15 minutes sur nos biais inconscients. Ouais. Mais à chaque fois, là, au lieu de nous dire, c'est comme un soupçon qui pèserait qu'on serait tous plus ou moins contre l'inclusion, la diversité et l'égalité. Et par exemple, dans la politique canadienne qui a ouvert des chaires du Canada, on a vu que ça a amené à certaines absurdités, qu'on exclut des groupes. Oui, mais on a exclu d'autres groupes pendant très longtemps. Puis il suffit de parler à n'importe qui fréquente l'université mais là, pour ça. Maxime Laprise, lui, quand il va chercher un travail, là, il voit c'est un homme blanc de souche. Mais il y a peut-être des bonnes choses. Non, parce qu'on est supposé mais là, il se qualifiera même pas. Il va même pas se rendre à l'entrevue. Parce avec des critères comme celui-là. Donc, je trouve que là, moi, je dirais, faisons confiance aux universitaires, là. Arrêtons d'être dans la rééducation. Faisons confiance aux universitaires. Je pense on reçoit les dossiers. Justement, on a un poste qu'on a ouvert et allons-y et essayons de... Non, je suis un peu agacé, oui. Okay. Puis EDI, c'est ça donne un peu de dérive et c'est pas vrai que ça marche. Hein? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est pas vrai que ces politiques-là donnent nécessairement les fruits escomptés. J'ai de la difficulté à parler de ce sujet-là parce que j'ai l'impression que c'est plusieurs sujets qu'on met ensemble et qui sont pas nécessairement... c'est comme dans l'extrait donné, Gingras parle d'EDI, quand là, ça relève plus des questions d'embauche. Ouais. Ensuite, il parle aussi des questions plus épistémologiques. Oui, donc, des savoirs autochtones. Dans un discours relativement court, tout de suite arrivé dans les savoirs autochtones, on sent quand même une hargne... Et les savoirs autochtones. Tu sais, Jérôme Duprat est venu ici l'an dernier, puis il collabore avec les savoirs autochtones pour tout ce qui est de la biodiversité, pour la gestion des feux de forêt,
Fait que c'est pas vrai là, que parce que c'est traditionnel, c'est des équivocations. Mais probablement que parce qu'il est historien, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu avec la mémoire, vous dites, la tradition orale. Alors, la tradition orale, si elle est étudiée avec beaucoup de méthodes par une Sylvie Vincent, qui est allée interviewer des Inuits au milieu des années 80 pour leur voir quel était le premier contact. Ça, moi, là, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des protocoles, il y a une méthode, il y a l'anthropologie. Mais si, par exemple, vous avez un chef, un militant, qui dit « Moi, je suis porteur de la mémoire ben, c'est pourquoi on ne peut pas traiter ça de la même façon qu'une enquête minutieuse. C'est juste à ça, je pense qu'on peut faire. De toute façon, je ne veux pas que vous défendiez la position d'Yves Gingras. C'est juste que vous en avez fait un statut Facebook. J'en ai fait un statut Facebook, mais j'ai repris ces mots. Hein. Maxime, en terminant. Non, mais vous êtes doctorant, vous êtes encore à l'université. Oui, mais moi, mon seul... mes propres recherches ne seraient sans doute pas considérées woke, là, sont très conventionnelles, de la bonne vieille analyse de discours, de textes du 8e siècle. C'est du Moyen-Âge. Oui, donc rien de très révolutionnaire dans ce que je fais. En plus, je travaille sur l'histoire de l'Église. Mais le seul truc que je vais noter, c'est qu'il y a une difficulté à communiquer et il y a un problème d'écoute entre ces deux apparents camps parce que ce que j'entends parfois dans certaines personnes on dit Gingras, il y a Baillargeon aussi, c'est que des fois cette tendance, et le contraire est vrai aussi, mais c'est de caricaturer la position de l'adversaire, c'est-à-dire que ils veulent qu'on aille plus de science puis qu'on respecte juste, mais qui dit ça? Dans quel contexte? Il y a Antoine Robitaille, il n'y a pas si longtemps, qui a fait un statut Facebook pour dire qu'on ne lit plus les classiques. Oui, j'en ai fait une publication. C'est faux. Il nous a dit, à cause du wokisme, on ne lit plus les classiques à l'école, mais c'est pas vrai. Qui dit ça où? Attention, je suis un fan des classiques. Je trouve qu'on n'en lit pas assez. Mais je pense pas que c'est de la faute du wokisme si on ne lit pas assez Thucydide ou Homère à l'école. Moi, on les lit encore. D'abord, on les lit encore, mais si moi, on m'a jamais fait lire Homère au secondaire, je ne pense pas que ça... Il y a sans doute des questions pédagogiques plus complexes. Oui, mais on a été témoins à McGill de livres, par exemple, qui ont dit « on ne peut plus parler de tel livre. » Je pense que c'était les livres de Joseph-Charles Taché, où il parle des Autochtones comme à mon époque, on disait sauvages. Mais là, non, on ne peut plus mettre ça au programme souvent, parce que ces mots-là... Donc, c'est un prof à ce climat-là. Oui, c'est vrai. Ça nourrit 17 chroniques dans le Journal de Montréal. Écoutez, si vous me suivez sur Facebook, vous voyez que je suis pas dans la guerre culturelle. Non, je sais. Je cherche pas parce que vous êtes là, puis j'inviterai pas Yves Gingras, il viendra pas. Parce que je suis trop woke. Vous le savez pas, si vous l'invitez pas, essayez-le, peut-être qu'il va venir. Parce qu'il est très parlable, là, Yves. Là, oui, tout à fait. Pour vrai, non, c'est pas intéressant, effectivement. Absolument. Merci. C'était passionnant. Merci, Éric Bédard. Merci, Maxime. On va mettre évidemment les liens pour votre chronique, pour que les gens la lisent. Oui, puis vous pouvez me suivre, j'en publie une par mois. Oui. Vous pouvez me suivre. Et la prochaine fois, vous venez à la balado, c'est en 2025? Oui. Pour une chronique. Pour une vraie chronique, cette fois-là. Voilà. Oui. Hey, merci. Ça, c'était pas une vraie chronique? Mais moi, je parle un peu plus fort quand je parle de Dans sujet. un micro? Non, mais quand je parle de sujets qui... On enregistre ça. Ouais. OK. C'est pas grave, il y a du montage. OK. Ou pas. Gabriel Brassard-Lecourt, de retour pour nous parler de ce qui mijote à pivot. Je vais commencer tout de suite. Vous avez fait une grosse annonce. Vous quittez Twitter. Ouais, on quitte Twitter, donc X, aujourd'hui. Ouais, moi, j'appelle ça encore Twitter. Ouais, moi aussi, pas là. fait le switch. Ouais, c'est ça. Je comprends, moi aussi, j'appelle encore ça Twitter. Ça a pris du temps parce que... ça a pris du temps, mais en fait, c'est qu'on a essayé d'avoir une petite coalition d'autres médias. Oui, parce que... Attendez, une coalition pour faire une sortie en disant qu'on était plusieurs médias à quitter Twitter. Donc, François Cardinal a dit non. Exact. Mais en fait, c'est pas tout à fait le genre de médias qu'on est allé chercher. C'est parce qu'il a fait un texte dans son calepin de l'éditeur pour expliquer pourquoi lui, il trouvait ça important que les journalistes restent sur Twitter, parce qu'il faut parler aux gens qui ont voté pour Donald Trump, il faut les comprendre encore et encore. Ouais, c'est avec ça. un début, d'accord. Moi, j'ai pas cette... nous non plus. Puis en fait, on le dit, je le disais un peu dans mon statut la semaine passée, c'est quelque chose, on pensait à ça même avant les élections, parce que, en fait, on y pense depuis que Elon Musk a pris possession de Twitter et a changé ça pour X. On voyait qu'il y avait déjà moins de débats intéressants. Oui. Nous aussi, notre gros enjeu, c'est que depuis que c'était
Elon, on pouvait plus modérer les commentaires. Puis c'est pas parce qu'on veut pas de commentaires, on est très ouvert aux commentaires critiques et tout ça, mais on a une limite où on n'a jamais accepté, mettons, les commentaires qui sont des insultes personnelles, des commentaires xénophobes, racistes, tout ça. Donc là, ça devenait un peu difficile pour nous de modérer, même que, par exemple, l'an passé, on a organisé un événement physique à Montréal, puis on s'est posé la question, on était comme, est-ce qu'on le publicise sur X? Parce que là, nos haters vont-tu se pointer pour nous casser les jambes? On était dans cette réflexion-là. Puis là, ben, l'élection a comme un peu sonné le glas de ça, mais effectivement, on a pris un peu de temps parce qu'on est allé chercher des gens de notre réseau. Nous, on fait partie de réseaux plutôt anglophones avec des médias indépendants, parce qu'il y en a beaucoup de médias indépendants qui ressemblent à Pivot, mais qui sont pas au Québec. Donc, on essaie de les convaincre, puis ils étaient pas prêts. Ah ouais! Mais je peux comprendre parce que pour des petits médias qui sont moins connus, tu sais, déjà qu'on peut plus publier avec Meta nos contenus. Puis pour nous aussi, là, c'est un pari entre guillemets parce qu'on a un gros following sur X, là, mais pour nous, c'est un statement politique de faire ça. Tout à fait. Puis il faut le dire, sur X, les algorithmes, à la fin, tu sais, Elon Musk, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux qui doivent dire, mon Dieu, il exagère, mais Elon Musk et sa petite équipe, parce qu'il a congédié énormément de personnes, ils ont complètement changé les algorithmes. Moi, je le voyais, là. Ouais, je veux dire, exact. mes publications, de la balado, là, genre annoncer les épisodes, ne rejoignaient plus du tout, là. Même On chose parlait pour de nous. 22 vues, là. Ouais. J'avais 6700 abonnés. Exact. Et aujourd'hui, c'est drôle, je voyais sur Blue Sky une chercheure qui a publié une espèce de grille qui montrait que, dans le fond, les tweets d'Elon Musk ont été propulsés fois 1000 Exactement. par les algorithmes que lui-même a demandé à ses infos. Je veux dire, donc là, à un moment donné, comment on combat ça? Ça vaut-tu la peine? Tout c'est ça, une chambre d'écho. Je sais qu'on parle de Blue Sky comme une chambre d'écho, mais Twitter est devenu une chambre d'écho de l'extrême droite. Là, exactement. Puis nous, c'est quelque chose qu'on veut pas encourager. Puis là, ben, on le nommait aussi dans notre éditorial que on l'a constaté aussi que les publications d'Elon Musk ont 1000 fois plus de. Donc, tu sais, l'algorithme, on peut pas se battre contre ça. Puis il y a aussi une affaire de, on veut pas encourager cette entreprise-là, tu sais, dont les actionnaires, tout ça. Mais après ça, on sait que Blue Sky est pas, reste un conglomérat, puis une entreprise de la Silicon Valley. Oui, la semaine prochaine, on va en parler avec Philippe Baudouin, entre autres, qui a travaillé chez Blue Sky, qui est un gars de l'IA, qui est un programmeur, puis il va venir nous en parler aussi parce qu'il y a des fonds d'investissement de la crypto qui sont là-dedans. Bon, c'est ça. On s'en sort jamais, mais on dirait qu'il faut choisir son moindre mal là, pour l'instant. Exactement. Puis en même temps, on se dit, on a vu le même au Québec, là, il y a à peu près 500 journalistes en une semaine qui sont partis. Puis nous, en fait, on s'était déjà créé un compte Blue Sky il y a 2-3 ans. Ben, aussi. En fait, on a eu une invitation parce qu'à l'époque, ça marchait avec une invitation. Oui, c'est ça, exactement. Puis au moment aussi où Meta a commencé à nous bloquer, nous autres, là, on était allés partir, on avait ouvert un compte sur Blue Sky, un autre sur Mastodon. On avait tout essayé, les alternatives. Tout à fait. Puis on avait comme pas fermé nos comptes, mais là, depuis 2 semaines, notre compte Blue Sky a explosé, comme tout le monde. Voilà, donc, même aussi, là, je vais non, mais il mettre, faut quand même le dire, puis vous l'avez dit tantôt, les commentaires, tu sais, moi, je veux dire, je mesure 6 pieds 3, tu sais, je me fais pas intimider dans la vie, mais sur les réseaux sociaux, là, l'accumulation des messages, mais vraiment de haine, ça finit par te heurter. Fait que j'imagine des gens qui ont. Puis, tu sais, je dis, moi, je suis une grand gueule. Tu sais, je dis, ma persona médiatique, c'est ça. Fait que je suis capable d'en prendre, là, mais à la longue, au quotidien. Fait que j'imagine ceux qui en souffrent 1000 fois plus que moi, comment c'est pénible. Ça, je pense qu'il faut le dire, puis il faut en parler parce que on a comme accepté ça avec les années. Cette espèce de violence verbale sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression. T'sais, évidemment, nous, on comme notre ligne est très assez évidente, assez progressiste, ben on a. Puis tu sais, il y a une partie de nous au début, on se disait ben c'est le fun, ça nous fait de la pub. Oui. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais à un moment donné, ça nous rentre dedans, même si, tu sais, nous, c'était notre compte pivot, mais par exemple, notre rédactrice en chef, elle était comme, qui est une personne trans, elle était comme, moi, je vais pas partager les trucs parce que chaque fois que je partage des choses, j'ai des commentaires genre, va te pendre, là. Ah non, exactement. Donc, tout à fait, là, tout à fait. Puis, oui, c'est des chambres d'écho, mais à un moment donné, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est supposé d'être un espace de débat soi-disant constructif, tout ça. Fait que là, on peut-tu se doter d'un espace qui est un petit peu plus safe, entre guillemets, pour. Puis il y a des limites. Là. Il y a des limites au débat, là. Ouais. Tu sais, moi, je recommencerai pas à avoir des discussions sur la place du vélo dans la ville versus les voitures.
C'est clair. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire Toujours. non. Puis la peine de mort, je vais pas en rediscuter avec des gens. C'est Puis ça. l'avortement, non. Puis c'est bon. Il y a ça aussi à un moment donné. Là. Il y a Ouais. des limites à discuter. Cette discussion s'arrête ici. Exact. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Pivot? Là? Qu'est-ce qui ben vous là, occupe? En fait, on a publié aussi dans les derniers jours une grande, très longue analyse de notre journaliste d'enquête, Sam Harper, sur la construction de l'autre. Hein? Ah, mon Dieu! Le fameux débat. Oui, le fameux Qui a débat. occupé. Puis nous, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on a le loisir de prendre justement un petit pas de recul pour Exactement. se dire Même chose quel ici. autre angle on pourrait prendre pour ouais. parler de ça. Ouais. On voulait pas nécessairement le faire. On l'a fait dans les chroniques, là, mais tu sais, De revenir sur l'affaire Boisy en tant que telle. exactement. Puis au niveau journalistique, comment on peut faire. Donc, Sam, qui est un très bon. En anglais, on dit bon pour scraper les recensions de tout ce qui a été fait. Donc, lui a décidé de retourner dans les derniers mois toutes les allocutions des politiciens quand ils parlaient de l'autre. Ah oui! C'est super intéressant. Ouais. Ah ouais. Et donc, on dirait pas le mot en R, mais il y a quand même certaines... certains il y a des statements. patterns qui reviennent. Oui, puis il y a certains allocutions qui sont assez parlantes sur comment on dit l'autre. Premièrement, comme on sait, la CAQ, à peu près tous les problèmes de la société sont sur l'autre, sur les migrants. Antoine Casgrain en a parlé. C'est ça. Donc, c'est une analyse très longue, très, très factuelle. Donc, nous, on a tous les extraits de quand ces politiciens dit ça, qu'on a mis en extra audio et écrit. Et c'est tel que tel. On n'a pas fait de... Tu sais, c'est vraiment un article journalistique basé sur les faits, puis il y a à peu près comme une dizaine d'allocutions assez récentes qui construisent l'autre. Exactement. Donc là, après ça, au public de juger. Nous, on fait notre travail, mais... recherches. Exactement. Et là, est-ce que j'ai compris que vous travaillez sur la crise du logement? Oui, en fait, oui, on a le droit de le dire. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais là, moi, je prends mon rôle de journaliste. J'ai obtenu une bourse de l'Association des journalistes indépendants du Québec pour faire une grande enquête sur la crise du logement avec un autre journaliste. Donc, on prépare une série d'articles pour Pivot qui va paraître cet hiver. Mais nous, on a décidé de prendre l'angle politique parce qu'on sait que dans la crise, mettons l'itinérance à Montréal. Là, Montréal dit on n'a pas de fonds, les fonds doivent venir de Québec. Québec dit non, ça doit venir des municipalités. Là, il y a le fédéral aussi qui fait un peu des annonces. Là, qui fait quoi? C'est quoi le problème? L'argent est où? Tout ça. Donc, on a fait à date déjà une dizaine d'entrevues. On s'en va à Québec cette semaine parce que la ministre Duranceau ne veut pas vraiment nous parler, mais on va essayer de l'approcher autrement. Qui a été hué? Oui, au sommet sur l'itinérance la semaine passée. Oui, il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité. Parfois. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, ça m'amène aussi au sujet sur lequel on travaille. Donc, la semaine passée, on a fait un article parce qu'il y a une coalition d'organismes qui travaillent en itinérance qui demande un moratoire sur les évictions, sur les démantèlements de campements. Sachant qu'il y en a un, là, on est lundi aujourd'hui, donc il y en a un qui se passe en ce moment au campement Notre-Dame. On est le 2 décembre. Donc, notre vidéojournaliste a fait un reportage écrit et vidéo pour expliquer c'est quoi les conséquences d'un démantèlement. En fait, on déplace toujours le problème. Hein? Donc, on s'attaque pas vraiment aux racines. Et ça fait que les gens vont juste aller ailleurs. Puis là, ils vont de plus en plus s'isoler pour être cachés. Puis là, ça veut dire que s'il y a un feu, s'il y a des problèmes d'insalubrité, même les organismes eux-mêmes ont de la misère à les trouver. C'est ça. Puis l'alternative à ça, c'est les refuges. Les refuges, il y en a qui refusent entre 70 et 80 personnes par jour parce qu'ils n'ont pas la capacité. Puis après ça, il y a des personnes qui, par exemple, des femmes qui ne se sentent pas en sécurité d'aller dans certains hébergements parce que ceux qui consomment, on sait que les hébergements n'acceptent pas les gens en consommation, ceux qui ont des animaux, ceux qui font partie de communautés LGBTQ+, tout ça. Donc, il y a un problème qui est là, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Donc, moi, dans mon enquête, on s'intéresse évidemment à l'itinérance, mais aussi au manque de logements sociaux. Donc, on a parlé à des investisseurs immobiliers, des urbanistes, aux politiciens de tous les paliers. Donc, on essaie vraiment de faire un tour, mais c'est un gros sujet, là. Parce que ça a des ramifications dans plein d'autres. Par exemple, on est allé parler à Moisson Montréal, puis eux, ils ont vu, là, ils voient qu'il y a des gens qui ont de la misère à manger beaucoup plus qu'avant parce que, si
tout ton revenu passe dans ton loyer, la première chose que tu vas couper des fois, c'est la bouffe. Tout à fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on va essayer de faire parce qu'on a l'impression que même nous, là, des fois, on comprend pas exactement c'est quoi la racine du problème. Et les médias, les grands médias en parlent, mais souvent, ça va être parcellaire, en fait. C'est-à-dire que il va y avoir un article sur un truc vraiment scandaleux, un propriétaire avec 500 portes, mais on a rarement la vue d'ensemble. À côté de ça, on va avoir une chronique train de vie. Est-ce que c'est le temps de vendre mon triplex ou je donne un cash-down de 300 000 à mes enfants? C'est ça. Puis en fait, l'angle aussi qu'on trouve dans certains médias, les gens à la presse. C'est ça. Puis l'angle est souvent du côté des propriétaires, tout ça. Puis quand on couvre les politiciens qui s'intéressent à ça, comme mettons la ministre Duranceau, mais elle aussi, son angle, c'est pas mal les pauvres propriétaires. Donc là... Exactement. Je veux dire, elle s'est enrichie, puis c'est d'ailleurs pivot. Je cite souvent cette enquête-là qui avait démontré que je pense que c'est la moyenne du parc immobilier, la valeur moyenne dans le caucus de la CAQ, c'était 1,6 million. Ouais. Bon, 1,6 aujourd'hui, c'est plus grand-chose. C'est peut-être un triplex bien rénové à Montréal, mais quand même, on peut se poser des questions. Est-ce que ces gens-là veulent vraiment régler la crise ou... Ben, c'est ça. Augmenter la valeur de leur parc immobilier. C'est incroyable, là, petit scoop. Puis ça, on a parlé à un urbaniste indépendant qui fait des recherches. Et lui, son point de vue, c'était, si les prix augmentent, ça veut dire que la ville va bien. Puis là, on est un petit peu très néolibéral comme analyse. On s'attendait pas nécessairement à ça d'un urbaniste parce que la variante, ça ne devrait pas être seulement la variante économique. Tout à fait. Qui est l'indice pour dire qu'une ville va bien. Tout à fait. C'est comme le PIB. Exact. Mais c'est un indicateur parmi d'autres. C'est ça. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je trouverais qu'un indicateur, c'est plus si tout le monde a un toit sur sa tête. Ouais. Puis s'il y a plusieurs modèles possibles, est-ce qu'on peut être plus de coopératives? Oui, du logement social, mais il n'y a pas juste ça non plus. Non, il n'y a pas juste ça. Ça induit l'idée que, dans le fond, ça prend des HLM, parce que les gens mélangent souvent aussi HLM, logements sociaux, puis que soit que t'es propriétaire ou les pauvres. Mais entre les deux, ça serait le fun qu'il y ait d'autres modèles. Ben, totalement. Puis, par exemple, pour revenir au campement, il y a des villes où les campements alternatifs sont un petit peu comme encadrés, tout ça. Puis, je dis pas que c'est ça qu'il faudrait faire ici, mais en tout cas, en attendant que, justement, il y a des alternatives sociales, ben là, il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de criminaliser ça. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'autres. Ces gens-là, ils peuvent pas aller ailleurs. Ils peuvent pas acheter. C'est ça. C'est pas des caves. Non, c'est ça, exactement. Puis même les gens qui ont les moyens de se loger, ils ont de la misère. Tout à fait. Ici, moi, j'ai pas de misère à me loger, mais on aurait, moi et mon amoureuse, la capacité d'acheter, mais c'est trop cher. Ben, c'est sûr. Fait que là, c'est ça. Puis là, on est dans l'immeuble est en train d'être vendu, tout ça. Fait que c'est sûr que ça nous stresse pas parce qu'on a certaines ressources, mais mais malgré tout, on se dit à deux, c'est fou qu'on soit... Incroyable. Que ce soit difficile comme ça. Puis qu'on est obligé de s'excentrer. Bon. Ouais. Je veux pas tomber dans le personnel, mais, je vais lire le dossier. Ben oui, c'est super intéressant. Donc, on travaille là-dessus. Puis, tu sais, ça, même moi qui est seule, moi, j'habite dans une coopérative d'habitation. Une chance, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais... Ouais. En fait, quand j'ai rencontré ma blonde, elle était en coop. Mais quand elle tombe enceinte, c'était pas possible. Non, c'est ça. Ben, il y a ça aussi, moi, en tout cas. Ben, sans tomber dans le personnel, par exemple, si je prends mon exemple, dans la coopérative, il y a plusieurs personnes qui ont élevé leurs enfants, qui sont partis depuis belle lurette, mais là, qui restent seuls dans des 5,5, tu sais. Non, mais je veux pas... Là, prochain gros dossier de je veux pas partir de ce débat-là parce que je sais que c'est des droits acquis, entre guillemets, mais moi, je trouve que peut-être que si tout le monde... Puis je sais qu'on est dans une société où, on a toujours envie... Même moi qui vis quand même dans un 3,5, puis c'est vraiment suffisant pour mes besoins. Pendant la pandémie, j'étais comme, j'aimerais ça avoir une pièce de plus pour faire mon bureau, mettons, pour pas qu'il soit dans mon salon. Mais tu sais, c'est du gros luxe, parce que dans les faits, j'ai pas besoin de tout cet espace-là. Mais on est dans une société où, il n'a pas du gain, puis bon. Quand on va à côté des Monster House, quand on va au 10-30... C'est ça, exactement. Pour aller faire notre bénévolat, on regarde des... Et là, ça va paraître quand? À peu près? On vise février. Ça va être une série. Ça va être une série de 5 articles écrits, mais on fait aussi un balado. Oh! Ouais, et là, on a parlé à des gens en français et en anglais, donc on fait un balado bilingue. Wow. En fait, on va publier aussi avec The Rover. Oui. Donc, on va traduire tout ce qu'on fait. Curtis. Oui, exact. Moi, je l'invite. Oui, il est très intéressant. D'ailleurs, j'ai su que Lucie avait arrêté de boire.
Oui, lui, il est dans une démarche. Puis une grosse démarche. Ouais, je pense que ça va l'aider. On s'est écrit à ce sujet-là. Ben, on a peut-être. Ça fait plusieurs fois, puis il y a des gens qui disent ah, tu devrais l'inviter. Ouais, je pense que c'était vraiment. Ouais. Ah oui, ça fitterait. Il est très high energy, là. Ouais. Je pense que ça marcherait bien avec, avec vous. Ouais, vous avez l'air pas pire en high energy. Hey, merci, Gabriel Brassard-Lecourt. Évidemment, on lit Pivot, puis on suit. Puis on s'abonne, on est dans campagne de financement parce que là, la grosse affaire, c'est que nous, on vient d'obtenir notre statut d'organisme de charité. Vous l'avez dit la dernière fois, c'était en cours, là, la dernière fois, vous êtes venu. Oui, là, c'est officiel. Donc, on attendait l'officialisation pour lancer une campagne d'abonnement. Ça veut dire que la contrepartie, c'est que c'est déductible d'impôts. C'est quand même un gros incitatif. J'avoue. Nous, pour notre financement global aussi, ça va changer des choses puisqu'on va pouvoir approcher des fondations, des organismes, tout ça. Mais au niveau individuel, c'est aussi intéressant. Donc, si vous hésitiez, sachez que vous allez... Et les Desmarais ont des belles fondations. Vous allez voir de ce côté-là. Oui, ça, oui. En tout cas, c'est ça. Hey, à bientôt. Bye. Bye. Alors, Pat Bellil, bonjour. Salut. Vous êtes facteur? Tout à fait. On se connaît? Oui, on se connaît. Faut le dire, faut faire un disclaimer. Là. Oui. On a déjà travaillé ensemble. Est-ce que c'est votre ancienne vie d'auteur d'humour? Le faites-vous encore? Je le fais encore, mais je paye pas mes factures avec ça. Non, c'est ça. Mais vous êtes encore, encore drôle. Je dois pas être très drôle parce que je suis facteur chez Post Canada. Ouais, non, ça marche pas de même. Je vous le confirme. Souvent, les pas drôles sont pas facteurs, justement. Et sinon, il y a Julie Chiopini. Exactement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes factrice. Alors, je trouve ça intéressant qu'on ait cette parole-là pour qu'on explique. J'en ai pas parlé beaucoup. Les médias en parlent. En fait, cette semaine, ça m'a frappé comment là, on sentait que le vent tourne. Je sais pas si vous le sentez sur le terrain. C'est le discours médiatique qu'on entend. Là, c'est Noël, les cadeaux, l'économie. C'est sûr qu'on dans les médias, on va parler davantage de la madame dont les cendres de son père est pris dans la poste. C'est drôle, hein? C'est comme quand on parle des pistes cyclables. L'exemple, c'est toujours le monsieur qu'il faut qu'il aille chercher sa mère pour ses traitements d'oncologie, puis les vélos l'empêchent. C'est bien rare que quelqu'un dise ça m'empêche de me parquer pour aller jouer au vidéo poker. C'est toujours quelque chose de noble. Exactement. Mettons qu'on veut résumer pour les auditeurs et les auditrices. Ça fait depuis, en fait, le 15 novembre qu'on est en grève officiellement. Oui. Il y a eu, au début, des tentatives de négociation. Ça a chopé un peu. Il y a eu le médiateur spécial qui a été mis en place par le ministre du Travail avec l'intention que ça avance des deux côtés. Le médiateur a quitté la table. C'est un peu, je veux pas dire le mot désespérant, mais c'est sûr que les gens, autant les citoyens qui ont un grand besoin de Post Canada, autant les grévistes qui sont pas millionnaires, là, on va se le dire, c'est très difficile pour tout le monde présentement, puis tout le monde souhaite que ça se règle. Les grandes revendications qui sont sur la table. On entend souvent que les travailleurs des postes demandent une hausse de salaire, puis il y a beaucoup de jugements par rapport à ça, mais je veux vraiment rectifier que c'est plus un rattrapage salarial qui est demandé, étant donné qu'il y a eu, durant les 15 dernières années, absolument pas le coût de la vie là, qui a été rencontré. Non, c'est ça. Et on a eu beaucoup d'années à 0% d'augmentation. J'ai lu conditions de travail sécuritaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Post Canada a souvent des nouveaux PDG qui arrivent avec une nouvelle vision. Présentement, il y a une nouvelle tendance chez Post Canada qui s'appelle la STL, qui est la séparation entre le tri et la livraison. Okay. Ce qui veut dire que présentement, si un facteur va trier lui-même sa route au bureau de poste avant de partir, va préparer ses choses, ce qui fait qu'il va passer 1 heure et demie à faire ça, et après ça, va être sur la route. Maintenant, avec la nouvelle vision de Post Canada, la STL, la séparation du tri et de la livraison, c'est qu'on veut enlever le tri au facteur et dire vous allez livrer plus longtemps. Il va y avoir d'autres mondes qui vont trier pour vous. Ce qui fait que les gens se retrouvent dehors vraiment plus longtemps. Au lieu de marcher 6 heures par jour, vont marcher 8 heures par jour parce qu'évidemment, il n'y a rien de gratuit chez Post Canada. Si on t'enlève le tri, on va te rajouter des adresses. Donc, plus de risques. Peut-être possiblement moins de facteurs, puisqu'on rajoute des adresses. Ben ça semble, jusqu'à maintenant, ça semble s'équivaloir. Ils vont mettre plus de trieurs. Mais j'ai même entendu, je le dis sous toute réserve, mais que les bureaux où est-ce que ça avait été implanté, finalement, ils ont besoin de plus de main-d'œuvre pour ce modèle-là que... Mais on n'est pas à un projet magique prêt chez Post Canada.
y a une question de santé-sécurité, entre autres au niveau des horaires, parce que c'est sûr que le travail à l'intérieur, il se fait sur tous les corps de travail, mais le travail des facteurs, particulièrement ceux qui travaillent dehors, demander aux facteurs d'aller livrer jusqu'à 8-9 heures le soir. Il y a des enjeux de sécurité. Travailler à la noirceur dehors, là. Ça, c'est réel. Puis pour des gens qui travaillent depuis 20 ans, qui avaient l'habitude avant de commencer leur route à 6h30, ben, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est très difficile à prendre comme changement au niveau de la qualité de vie. Il y a du courrier qui se fait... Moi, je suis titulaire tard le soir, là? Oui. Techniquement, on peut livrer jusqu'à 9h le soir. Moi, je suis titulaire d'une route avec mon 2 ans et quelques d'ancienneté. J'ai pas la plus belle route. Je suis titulaire d'une route de 11h à 19h. Ah ouais, OK. Ce qui fait que l'été, quand je me retrouve dehors, le soleil est à son zénith. Et en hiver, c'est sûr que je finis à la noirceur. Ouais. C'est ça qui est un peu étrange, c'est que Post Canada, des fois, parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on va nous dire... faut vraiment réduire les accidents de travail, mais de l'autre, vont nous donner des conditions où est-ce qu'on travaille de plus en plus sous pression, dans des conditions qui sont vraiment pas sécuritaires. Ouais. Il y a les retraites aussi, on ne rentrera pas dans les détails, mais bon, c'est souvent des revendications... Les retraites, en fait, pour faire un petit topo rapide, là, on ne sait même pas pourquoi ça s'est retrouvé sur la table de négociation. Notre fonds de pension, là, il est surcapitalisé, il va très, 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 très bien. Okay. Il est financé autant par les travailleurs que par les profits de Post Canada. Ouais. Et ça fait plusieurs années que Post Canada ne met pas ses cotisations de son côté, tellement il va bien. Ah ouais, okay. Post Canada, c'est un service public, mais c'est une société d'État qui est autofinancé. Donc ça, c'est important que les gens le sachent. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai lu que Post Canada perdait de l'argent. Bien, c'est ce qu'on fait dire au bilan financier des dernières années. Maintenant, quand ton bilan financier parle de déficit, mais que parallèlement, il y a du montant équivalent, il y a des investissements. Je veux pas me prendre pour Pierre-Yves McSween, je n'en ai ni la chevelure ni la crédibilité. Peut-être même ni le désir. Absolument pas. Mais faut vraiment faire la différence entre un rapport financier et un bilan financier. Okay. Un bilan financier, c'est un texte en bullet point. Ouais. On peut faire parler les chiffres, mais quand on les remplace par des mots, on peut encore plus leur faire dire ce qu'on veut. Il y a des questions qu'on se pose quand on regarde le bilan financier. Comme je dis, on n'a jamais vu de colonne de chiffres. Puis avec la loi sur l'accès à l'information, dans 1 an et demi, quand tout ça sera derrière nous, on saura. Mais on peut se poser la question quand on voit les déficits annoncés, qui correspondent pas mal au prix du centre de traitement qui vient d'être construit à Toronto pour un nouveau centre de traitement pour les colis. Donc, sur combien d'années ils ont réparti ça? Bon, après ça, faut pas oublier non plus que Post Canada fait partie d'un... Il y a pas seulement Post Canada. Dans le groupe de Post Canada, il y a Purolator qui, lui, génère beaucoup de profits. C'est drôle parce qu'on parle de Pierre-Yves McSween. J'ai entendu sa chronique à l'émission du matin à Radio-Canada. Puis il disait que son prof de comptabilité, il disait que les rapports annuels, c'est comme des romans, lisez ça comme des romans. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une mise en récit. Ah, tout à fait. D'une situation financière, là. Là, je vais parler de mon ressenti depuis que je suis chez Post Canada puis qu'on est en égo. Ce qu'on ressent, c'est quand ils perdent l'argent, ils sont contents. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on ressent. Ah ouais. Il y a quelque chose d'étrange aussi chez Post Canada, c'est que les employés de premier niveau, là, ceux qui vont à la rencontre des clients, là, on a vraiment l'impression que c'est eux qui ont à cœur le bien de l'entreprise. Bon, là, il y a bien sûr cette nouvelle réalité qui date de quelques années. Amazon, tous les services de livraison qui livrent presque la nuit. J'imagine qu'il y a ce désir de la partie patronale aussi de mouler un peu les services. Je veux juste dire que par rapport à la livraison de fin de semaine, on n'a jamais été contre ça. Ça fait même partie là, d'une partie de notre convention collective actuelle. C'est juste, on veut pas que ce soit des emplois précaires qui viennent faire ce travail-là. C'est ça, dans le fond, les luttes, les négos, c'est qu'on veut que les conditions de travail demeurent saines, demeurent minimalement parce que saines. Ces concurrents-là ne les offrent pas, ces conditions de travail. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait que ça coûte ce que ça coûte ou ça coûte pas ce que ça coûte. Donc, ça devient un choix de société. Maintenant, Post Canada, c'est un service public, une société d'État. On devrait être une norme en matière de qualité et de service et de conditions de travail. On ne devrait pas niveler vers le bas puis essayer de nous demander de concurrencer Amazon quand c'est nous qui desservons l'entièreté de la population canadienne. Et là, en préparant... Tout.
en préparant le segment, je lisais des commentaires, donc je pense que c'est ce matin dans Le Devoir, là, des petites entreprises, et toutes disent quelque chose qui parle, c'est-à-dire que on avait des tarifs préférentiels avec Post Canada, c'est moins cher. Alors, non seulement les grandes compagnies comme Amazon payent mal leurs employés, mais ça coûte plus cher Fait que ça montre comment Post Canada, quand même, occupe une niche intéressante et que c'est pas vrai que ça coûte si cher que ça. Mais il y a aussi que si tu veux envoyer quelque chose que tu as tricoté à coup de jouac, FedEx va te dire nous on va pas à coup de jouac. Ouais, c'est ça. C'est pas payant pour nous. C'est ça. Tu vas te faire répondre ça même par Purolator qui fait partie du groupe de Post Canada. Nous, la loi des postes nous oblige à desservir cet endroit-là. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas cette idée aussi que les postiers et postières fassent autre chose que livrer des colis et des enveloppes? La diversité de services, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Quand on, par exemple, c'est quel genre de service que vous pourriez offrir? En France, quand la France a vu son volume d'envoi de lettres diminuer, ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on garde la desserte quotidienne de toutes les adresses en France pertinente? Premièrement, pour la question de la rentabilité, ils ont eu l'excellent réflexe de faire une banque postale. C'est-à-dire? La banque postale, c'est tout simplement de faire une banque, de prendre ton service postal et d'en faire aussi une banque. Ah ouais, OK. Qui fait des prêts, qui fait des opérations courantes. On s'entend qu'au Canada, il y a autant de bureaux de poste qu'il y a de McDonald's et de Tim Hortons combinés. Ah ouais. Donc, fait qu'il y en a en salle. Il y a beaucoup de comptoirs postaux. Oui. Il y a beaucoup de comptoirs postaux où est-ce que on pourrait aussi faire des opérations bancaires. Premier réflexe, on règle le problème de la rentabilité. Il y en avait une banque jusqu'en, je crois, 1967. Il y en avait une banque postale. Puis on a décidé de laisser libre cours à l'entreprise privée avec les résultats qu'on connaît. Maintenant, très peu de frais de service, un bon service, et on se fait pas du tout entuber quand on va à notre banque. Un autre service que je pense vraiment visionnaire que la France a eu, c'est la vigilance auprès des personnes âgées. Ça, donc, chaque facteur dans son itinéraire a une liste d'adresses où des personnes âgées seules habitent. Ils ont la responsabilité de cogner une fois ou deux par semaine. Dans leur appareil électronique, ils ont des questions à poser aux personnes âgées. Ils ont même commencé un projet pilote où est-ce qu'ils livrent des repas chauds. En temps de canicule, ils vont s'assurer de cogner chez toutes les personnes âgées, s'assurer que personne n'est en danger. Le but, c'est pas de se substituer aux services sociaux, mais c'est simplement d'être une courroie de transmission, une courroie d'être une présence dans le quartier. En toute honnêteté, là, on le fait déjà un peu, les facteurs. On est partout, on connaît nos clients, on est toujours aux petits soins avec eux, autant pour le service que pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. J'ai déjà eu à faire un massage cardiaque sur la route parce que, en m'en allant porter le courrier, ben il y avait il y avait un adolescent en arrêt cardiaque. C'est ça, des facteurs. C'est comme, on est partout, on veut le bien de chacun, on veut... Puis ça, je trouve que ça serait important que ça perdure. Puis ce service de vigilance-là, comme on le fait déjà un peu, il me semble qu'on aurait tout à gagner à le mettre sur pied. Puis tu sais, avec le vieillissement de la population... Tout à fait. Je trouve que ça casse un peu le discours habituel qu'on a sur les syndicats qui sont pas proactifs, qui ne font que protéger un ancien modèle, des acquis. Parce qu'il faut quand même le dire, le courrier a énormément diminué avec les années. Mais, tu sais, il y a les colis qui sont en hausse constante depuis 15 ans. Avec toutes les infrastructures qu'on a, avec les effectifs, avec le mandat qu'on a, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne soit pas plus concurrentiel que ça au niveau de notre part de marché au niveau des colis. Moi, personnellement, j'ai l'impression aussi que le marketing est un petit peu à côté de ses pompes, dans le sens que je comprends pas pourquoi que Post Canada se ne démarque pas comme l'option sécuritaire. C'est plutôt que de dire on veut livrer plus de colis comme nos concurrents qui des fois doivent prendre des photos pendant que le colis est encore dans les airs, puis une fois que le colis est déposé puis que la photo est envoyée, si j'étais au marketing, je me semble que j'irais voir Amazon puis je dirais hey, on vous dit pas de tout nous envoyer vos colis, on comprend que vous avez votre service, mais pouvez-vous juste mettre l'option Post Canada, nous on va s'occuper de la vente. Je vais marteler encore la même chose parce que je trouve que c'est un peu injuste. Nos négociations se font malgré nous toujours sur la place publique. On finit généralement par une loi spéciale. Là, ça arrive pas.
Ouais. Puis nous, on va être content d'avoir une convention négociée. Ouais. Ça va être un beau cadeau de Noël, ça peut arriver. On est un service public, on est autofinancé, on coûte rien aux gens. Ça coûte rien aux gens de nous encourager pour garder ce service-là. Envoyer une lettre là, de Moncton à Vancouver, ça coûte encore $1 plus taxe, ça va coûter $1,25, je crois, à partir de janvier. Oui, non, c'est ça. Ça aussi, c'est dans les chiffres qu'ils nous donnent, ça, ils n'ont pas de problème avant la négociation de parler de leurs pertes. Ouais. L'augmentation de leurs tarifs de 25% à partir de janvier, ça, c'est en catimini. Moi, mon message est pour Doug Ettinger, qui est un fidèle auditeur de la balado de Fred. Allez donc sur le plancher. Allez voir la qualité des employés, des employés de premier niveau, de ceux qui vont à la rencontre de la population. Vous allez voir à quel point que la richesse, c'est pas les centres de tri que vous construisez ou votre flotte de camions ou même votre parc immobilier. La richesse de Post Canada, c'est la qualité. Moi, en 2 ans, moi, c'est ce qui me fait halluciner. Les premières journées chez Post Canada, c'est vraiment difficile. J'ai toujours eu des tapes dans le dos de pères, de mères de famille, de gens qui ont à cœur le bien de Post Canada, à cœur le bien des clients puis de leurs collègues de travail. Sincèrement, c'est vraiment beau de voir comment que les employés de Post Canada, c'est des gens bien. Je voudrais juste conclure en disant solidarité autant à nos consoeurs, confrères là, qui sont dans le froid jour et nuit, entre autres au centre de tri là, dehors, là, à se serrer les coudes. Puis, il y a une grande solidarité, il y a du plaisir, mais il y a aussi de la lassitude, puis il y a aussi un peu de désespoir puis de détresse qui commence à se faire sentir. Mais je voudrais aussi dire, tenez bon, puis soyez de notre côté, s'il vous plaît, les PME, tous les organismes qui ont besoin de nous. C'est pas pour mal faire, c'est vraiment comme une question de choix de société qui est en train de se... Et même chose à la population, gardez en tête aussi que la qualité de service qu'on vous offre est un enjeu de notre négociation qui est probablement même plus important pour nous que tout le reste. Hey, Pat Bellil, Julie Chiopini, merci d'être venue nous parler. Merci à toi pour l'opportunité. Alors voilà ce qui conclut ce 13e épisode bien costaud de la balado. Alors merci à tous ceux qui ont participé. Éric Bédard, entre autres, Maxime Laprise, c'était une belle discussion. Je suis pas toujours d'accord avec Éric, mais je suis toujours content de discuter avec lui. Et je suis souvent d'accord avec Maxime Laprise et je suis toujours content de discuter aussi avec lui. Merci à Gabriel Brassard-Lecourt. Évidemment, on lit Pivot. On lit l'article de Maxime dans Pivot. Je vais le mettre sur Facebook cette semaine. Un jour, il y aura une infolette. Ne désespérez pas. Et merci également à Pat Bellil et Julie Chiopini, les 2 facteurs et factrices qui sont venus nous parler du conflit. Ça, c'était vraiment organisé à la dernière minute. On va terminer en musique avec une pièce qui va faire un lien avec celle de la semaine passée. Vous vous rappelez, j'avais fait découvrir Cali Malone. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire merci, mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement apaisant, c'est spirituel, c'est du sacré, tout en n'étant pas religieux. Et là, il y a, c'est la communauté qui frappe encore, la communauté de la balado. Il y a Olivier Bouchard, qui est prof de philosophie au collège, au cégep de Matane, qui m'a écrit pour me remercier de cette découverte et qui m'a lui-même gratifié d'une découverte. C'est l'artiste Caroline Shaw, que je ne connaissais pas, qui est une compositrice, qui est une musicienne, qui est vraiment... qui a un parcours incroyable, qui a composé pour de la musique de chambre, pour des trames sonores de films, qui a fait partie d'une chorale qui s'appelle Room Full of Teeth. Ça me fait bien rire. Donc, plein de place pour des dents, là, si je pourrais le traduire vulgairement. Et c'est de cet ensemble-là que je vous propose la pièce qui va terminer cet épisode. C'est tiré du premier album, l'album éponyme de Room Full of Teeth. Et c'est une suite que Caroline Shaw a écrite entre 2009 et 2012 qui s'appelle Partita for 8 Voices, qui est donc sur l'album éponyme de Room Full of Teeth. Je pense qu'ils sont 8 en tout. C'est de la musique a cappella. Et vous savez que, j'en ai parlé quelques fois, moi je suis un grand fan des Charbonniers de l'Enfer. Donc
Et je suis pas tant fan des chorales en général. Là. C'est peut-être à cause de Grégory Charles, qui en a trop parlé. Mais là, on va retrouver dans l'œuvre de Roomful of Teeth et de Caroline Shaw cette puissance des voix sans instrument de musique. Puis là, vous allez voir, c'est même heurtant. Puis moi, c'est drôle parce que ça fait longtemps que je suis DJ dans la vie. D'ailleurs, je vous en parlerai. Mais gardez en tête le 28 décembre. J'ai souvent mis de la musique traditionnelle dans les soirées où j'officiais comme DJ. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets toujours quelques-unes à une certaine heure de la nuit où les gens ont baissé leur garde et qui sont comme pas heurtés parce que du trad. Et des fois, je mets les charbonniers et souvent les gens aiment, mais ça vient toujours chercher quelque chose de viscéral chez des gens qui viennent me voir et sont comme « Hey, non, enlève ça, je suis plus capable. » Et vous allez voir, peut-être que vous allez ressentir ça en écoutant la pièce qui s'en vient parce que c'est quand même... la voix humaine, c'est quand même un instrument extrêmement puissant qui vient remuer beaucoup de choses parfois. Mais c'est pour ça que c'est si prenant et moi, en tout cas, ça me transporte, mais... Il se pourrait que vous soyez happé par la voix, et pas toujours de la bonne façon, mais bon, faut être déstabilisé parfois dans la vie. Donc, je vous propose le premier morceau de la suite qui s'appelle Partita for 8 Voices. C'est 4 mouvements, ça dure 25 minutes. Évidemment, je vais en mettre juste un, je vais mettre le premier qui s'appelle Ademande, qui est une... J'ai appris que c'était une danse baroque du 18e siècle. Puis ça tombe bien parce que cette semaine, vous allez voir, je vais lier ça avec l'actualité de façon un peu crowbar, mais il y a un ancien de Meta qui a réagi sur la composition du gouvernement Trump et qui a dit ça s'en vient vraiment vulgaire, là, tous ces milliardaires qui entourent le président Trump à des postes stratégiques. Puis il disait, en fait, on n'est même plus dans le capitalisme, là, on revient à l'état féodal, tellement les écarts de richesse sont prononcés. Et là, c'est l'infime minorité la plus riche qui est en poste, dans des postes importants à la tête de une des puissances mondiales. Et ça lui faisait penser à un retour. En fait, il disait, j'ai l'impression qu'on va revenir en France au 18e siècle. Et je pense qu'il a même dit, il y a des têtes qui vont finir sur des pics et... Cette semaine, vous l'avez évidemment vu passer, ce dirigeant de la compagnie d'assurance United Healthcare, Brian Thompson, assassiné par un non-bénéficiaire en fait de sa compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance qui a fait un chiffre d'affaires, je pense, de 26 milliards cette année et qui a, grâce à l'intelligence artificielle, refusé 90% des demandes d'indemnisation et le président s'est octroyé 12 millions en bonus et il a été assassiné et sur les douilles des balles, il y avait les termes utilisés par la compagnie d'assurance pour nier, dans le fond, le remboursement à cette personne qui est partie en cavale avec un Bixi en passant. Donc, c'est une histoire complètement rocambolesque. Évidemment, on ne souhaite jamais la mort de quelqu'un, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et je ne dis pas que ça va se multiplier, mais j'ai l'espoir qu'on ne va pas laisser le monde se dégrader à ce point. On y reviendra peut-être un jour là, sur ces nominations, mais en fait, il y en a tellement qui s'alignent et ils sont d'une vulgarité que ça devient difficile de les commenter. Alors, on va laisser la musique tenter de nous apaiser et de nous faire... nous donner la possibilité de traverser cette période et de se donner le courage de peut-être, ne serait-ce qu'imaginer autre chose et éventuellement le mettre en action. Voilà. Bon épisode tout le monde. To the side. To the side. To the side. And around. Through the middle To the side. To the side. Side. And around. Through the middle To the side. To the side. To the side. To the side. And around. And around and around And around and around. To the side. 2, 3, 4, And 5, 6, 7, 8. Through the midpoint. Of the line drawn from the left side. Element left and around. Element left and around. Horizontally and vertically Cut into the 4 diamond, equal parts. Alabama. One gray, The wall one is yellow, bordered and one divided red. into 4 equal parts.
red diagonal line from the lower left square with corner a red toward the horizontal upper line. center, 12 lines from the midpoint of each of the sides. The detail of the pattern is movement. 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 The detail of the pattern is The movement. detail of the The pattern is detail of the movement. pattern. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. 3, 4. The detail of the pattern is The movement. detail of the pattern is 4, 5, 6, 7, 8. The detail of the pattern is movement. 4. The detail of the pattern is movement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The detail of the pattern. The detail of the pattern is movement. The detail. The detail of the pattern is movement.